Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 14 août. Nous sommes ensemble pendant 3 heures pour creuser l'actualité, débattre, échanger avec vous, évidemment, auditeurs sur l'application Sud Radio, les réseaux sociaux et directement au standard 0826 300 300. Le programme de votre matinée à midi, les Jeux Olympiques dans tous leurs états, avec le camarade Clément Arion. Aujourd'hui, le parcours de Tiffany Huot-Marchand, tétraplégique suite à un accident de compétition en 2022. Et elle sera avec nous parce que figurez-vous qu'elle vient de réussir à terminer le marathon pour tous. Rencontre avec une femme à la détermination hors du commun. Et puis dès 10h30, les grands débats de l'été seront ouverts. Aujourd'hui, les mousquetaires autour de la table. Erwan Barillot, écrivain et journaliste au JDD. Alexis Bachelet, ancien député. Et Frédéric Fougera, président de Tecan Paris, qui est une agence de communication. Avec notamment ces différents sujets sur la table. Tout le monde a écrit une petite lettre pour les députés, et fixer les objectifs des prochains mois. Gabriel Attal, Lucie Castet, le parti d'Édouard Philippe, Horizon. Et alors, sauf erreur de ma part, il y a des partis qui ont été exclus de ces lettres, notamment LFI, la France Insoumise, et le RN, Rassemblement National. Alors, la question est assez simple. Est-ce qu'on peut vraiment gouverner dans une Assemblée nationale qui ne représente pas quelques 20 millions d'électeurs? Et puis, Gérald Darmanin, lui, n'exclut plus rien. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire sort très puissant de ces Jeux Olympiques qui sont réussis d'un point de vue sécuritaire. Et politiquement, il semble très à l'aise, plus à l'aise que jamais même, au point de ne pas exclure de rester dans le gouvernement si cela lui était demandé. Quel avenir donc pour le fils spirituel de Nicolas Sarkozy? Ce sera la question que je poserai à mes invités. Et puis, on va peut-être lancer une alerte enlèvement pour les cadres du Rassemblement National. Hormis quelques tweets, c'est silence radio depuis le second tour des législatives et la distribution des postes clés à l'Assemblée nationale, dont je rappelle qu'ils ont été exclus. Le parti de Jordan Bardella joue donc cette partition du silence absolu. Alors, au-delà du constat, on s'interrogera sur le programme et qu'est-ce qui peut attendre le parti frontiste en septembre. Mais tout de suite, ce sont les faits du jour et nous allons partir du côté des Canadair et Bon-Pied parce que figurez-vous que le parc de Canadair est en feu d'une certaine manière. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et pour ce sujet, nous sommes avec Benoît Kenpois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote de Dash 8 et secrétaire général du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile. Et je souhaitais absolument vous avoir au téléphone sur Sud Radio ce matin pour parler vrai. Parce que ça fait quelques heures, de longues heures, qu'on lit qu'il y a un problème avec les Canadair français. Normalement, la France en possède 12, c'est cela. Mais selon ce qu'on lit, seuls 2 sont en état de marche. Est-ce que c'est ce qui se passe ? Alors effectivement, nous rencontrons des problèmes majeurs cette année sur la disponibilité du parc de Canadair, mais également sur nos Beech 200 que l'on utilise pour l'investigation et la coordination, et dans une proportion beaucoup moindre, la flotte de Dash 8. Cette situation se dégrade d'année en année et cette année nous sommes face à une situation inédite où début juin nous avions entre 0 et 2 Canadair disponibles et actuellement en moyenne nous avons la moitié de la flotte disponible sur le parking. Et on dit que la situation vient d'être résolue. Quand je dis vient d'être résolue, je parle d'il y a quelques heures, pour pas dire à peine quelques jours, parce que on nous dit qu'au début de la saison des feux, donc au début de l'été, j'imagine, il n'y avait aucun Canadair prêt à décoller. Alors, les chiffres évoluent très rapidement sur la disponibilité des avions, puisque avec nos missions, les machines sont sollicitées durant les entraînements et sur les feux. Et ce qui est valable à l'instant T ne l'est plus quelques heures après. Ce que l'on voit, c'est que dès qu'il y a de l'activité sur eux, il y a de nombreuses pannes, parfois des pannes récurrentes qui se reproduisent presque une dizaine de fois sur certains avions et qui rendent rapidement le parc indisponible. Donc là, nous avons ce matin 7 Canadair de dispo et il est probable que dès lors qu'il y ait des feux, ce chiffre évolue à la baisse très rapidement. Donc, en réalité, en quelque sorte, vous nous dites que cette indisponibilité ou cette possibilité, ce chiffre comme ça des Canadair disponibles qui évolue, c'est uniquement à cause, on va dire, de votre activité, c'est ça ? Alors non, c'est vraiment lié à des problèmes de maintenance. Et dès lors que l'on utilise nos avions, les pannes que l'on avait détectées, qui ne sont pas souvent traitées en profondeur, ou alors d'autres pannes surviennent et rendent les avions peu fiables, avec parfois des pannes dès la mise en route ou dès le premier écopage ou premier largage. Donc un exemple concret, demain je suis dans les Alpes-Maritimes, un incendie se déclare, s'il y a besoin de l'intervention d'un Canadair, on dit ok,
on peut aller chercher un Canadair et tout d'un coup, le pilote s'installe dedans, il démarre l'appareil, vous qui êtes un pilote, et on s'aperçoit qu'il y a une panne. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, il est très très difficile de prévoir la disponibilité sur les feux que on pourra avoir avec notre flotte. Ce qu'il y a de certain, c'est que malheureusement, on a du mal à compter sur la disponibilité entière de notre parc. Et bien souvent, il y a encore une semaine sur un feu, pour vous donner un exemple, sur 5 Canadair qui se sont rendus sur le feu, très rapidement, 0 était disponible pour intervenir. Non mais c'est absolument vertigineux ce que vous nous racontez. C'est-à-dire qu'on est censé en avoir 12, des Canadair de façon permanente, et du jour au lendemain, en réalité, on ne peut pas se fier à ce qui est censé être notre arme dans la lutte contre les incendies, parce qu'il suffit qu'un pilote se mette dedans pour s'apercevoir qu'il y a une panne ou qu'on ne peut plus l'utiliser. Ouais, c'est pour la raison pour laquelle je tire la sonnette d'alarme depuis quelques mois, puisque l'accent doit être vraiment mis de manière très importante sur la maintenance de notre flotte pour qu'elle puisse rester disponible dans le meilleur état possible jusqu'à son renouvellement dans plusieurs années. Et aujourd'hui, on voit bien que l'industriel qui s'occupe de notre maintenance manque de bras. Et c'est vraiment la raison pour laquelle la maintenance du retard et la capacité à régénérer la flotte à l'issue d'activités sur feu est beaucoup trop longue. Mais à quoi une telle carence est due? C'est-à-dire que là, vous nous parlez visiblement d'un manque de révision, mais est-ce que c'est quoi d'autre? C'est aussi un manque de pilotes, de personnel de maintenance pure, de mécaniciens? Est-ce que c'est dû à des Canadair trop vieux? Parce qu'on sait que le parc a près en moyenne plus de 25 ans. C'est quoi concrètement? Concrètement, c'est vraiment un problème d'effectif chez les mécaniciens. Je ne parle pas du tout de technicité, puisque les mécaniciens sont très compétents, bien sûr. Sont même trop compétents. Et malheureusement, il y a eu un mouvement social d'ailleurs chez eux. Alors on va y venir. C'est l'entreprise Sabena Technics, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu un mouvement social chez eux en début de saison pour dénoncer leurs conditions de travail. Il y a un très grand nombre de mécaniciens expérimentés qui ont quitté l'entreprise, d'autres qui vont encore quitter. Et aujourd'hui, malheureusement, les effectifs ne sont pas suffisants pour faire face à la quantité de maintenance qui est nécessaire sur nos machines. Mais alors, donc, vous avez essayé, j'imagine, de faire remonter cette situation en haut lieu. J'imagine même que la preuve, on en parle ici sur Sud Radio, Benoît Quennepoix, que cette situation est connue à un certain niveau. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous évoquez cette situation qui, de fait, nous empêche d'être suffisamment préparés face à un incendie ou à des incendies majeurs? La situation est prise très au sérieux en haut lieu. Notre direction suit au quotidien l'état de la flotte et en relation permanente avec les dirigeants de Sabena Technics. Malheureusement, aujourd'hui... Ça marche pas très bien, apparemment. Non, la situation n'évolue pas dans le bon sens et on reste très inquiet pour la suite. Et depuis 2022, on nous dit que cette situation elle est anticipée et ça se traduit par la location de moyens privés pour compléter la flotte de la société civile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'en gros, ça c'est un texte de communication, c'est du charabia, on comprend rien. Alors, pour faire face justement au manque d'avions et de disponibilité de nos machines, il y a différents moyens privés qui sont loués, hélicoptères légers ou lourds, ainsi que des avions bombardiers d'eau légers, type Air Tractor, qui sont répartis sur l'intégralité du territoire. Ces moyens ont leur efficacité. Néanmoins, ça coûte également très cher. Mais ce que j'allais vous dire, est-ce qu'on a une idée de combien ça coûte aux contribuables, j'imagine en partie français quand même? Oui, là, c'est des budgets annuels qui représentent plus de 20 millions d'euros, donc pour l'ensemble des moyens loués. Et ce qui est donc 20 millions d'euros uniquement, on est d'accord, pour pallier le manque de Canadair, des maintenances pas suffisamment régulières, etc. On est d'accord? Oui, tout à fait. 20 millions d'euros. Pour pallier à ce manque de disponibilité de machines. Également, c'est vrai qu'on voit avec le dérèglement climatique et l'étendue maintenant des feux de forêt sur l'ensemble du territoire, on a pour souhait que la flotte de bombardiers d'eau augmente également, donc ça pallie aussi au manque d'avions général, mais essentiellement le problème de disponibilité actuelle, et ce qui est difficile à accepter pour nous, puisque vraiment on souhaiterait que l'accent soit mis sur la maintenance de nos avions pour les garder dans le meilleur état possible jusqu'à leur renouvellement.
Et Sabena Technics, en tout cas chez nos confrères de Ouest France et à d'autres qui ont essayé de les joindre, visiblement préfèrent faire la sourde oreille ou choisissent de ne pas répondre aux différentes questions. Là, on parle des Canadair parce que c'est visiblement l'objet sur lequel vous avez décidé d'axer votre revendication, votre coup de gueule, et merci de le faire sur Sud Radio. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres équipements, peut-être beaucoup plus du quotidien, des camions, des lances, peut-être même les équipements pour vous, qui sont dans un tel état ou dont vous manquez cruellement? Alors, tout ce qui est moyens terrestres, bien sûr, sont indispensables à la lutte sur les feux de forêt. C'est vraiment très très complémentaire et d'ailleurs, c'est les pompiers au sol qui éteignent les incendies. Là, sur les moyens, je sais qu'il y a eu un renouvellement important ou des projets de renouvellement. Il faudra plus se rapprocher de mes confrères pompiers pour avoir les chiffres précis sur ces sujets. Et on est dans une période comme celle que nous vivons où des incendies ont ravagé une partie de la Sardaigne il y a quelques semaines. Actuellement, les regards sont tournés vers la Grèce où des habitants perdent tout en quelques minutes avec des incendies d'une violence folle. La France se vante d'aider, notamment en ayant envoyé 180 pompiers qui étaient dans le Var, je crois. Mais en réalité, quand on se vante de ça, on se dit qu'en réalité, on n'aide pas. On envoie seulement ce qu'on peut. Alors aujourd'hui, sur le territoire français, on est vraiment aidé par la météo. On a une activité donc ça, c'est de la chance. Qui est très très faible. C'est de la chance. On voit bien que dès lors qu'on a des conditions météo proches de celles que les amis grecs peuvent rencontrer, ce qu'on a eu en 2022, on fait face à des catastrophes qui nous dépassent également. Donc c'était vraiment une situation à prendre avec beaucoup d'humilité cet été. Et si c'est calme, c'est vraiment qu'on est aidé par la météo. Et est-ce qu'au niveau politique, que ce soit des députés, peut-être même des ministres, quand bien même le gouvernement, on va dire, est sur une partie flottante de son existence, est-ce que vous avez quand même des liens? Est-ce que la situation est prise au sérieux? Oui, non, la situation est prise très au sérieux par notre ministre également. Il y a eu la signature des 2 premiers 515 lundi dernier, qui est un très très bon signal sur le renouvellement de la flotte d'amphibies. D'accord. Donc après les dates de 2028-2029, malheureusement ça on subit les capacités de l'industriel à fabriquer les avions. C'est pas une volonté d'attendre jusqu'en 2028, c'est que malheureusement il n'y aura pas d'avions disponibles avant. Donc ça c'est un très bon signal qui a été envoyé par notre ministre et on l'en remercie. En revanche, voilà, c'était une première signature pour 2 avions. Il faudra que ça continue, ça se concrétise par un plus grand nombre d'avions pour renouveler l'entièreté de la flotte actuelle et également l'augmenter pour faire face à l'augmentation des feux de forêt. Une dernière question, Benoît Quempoix. Je vous rappelle que vous êtes pilote et secrétaire général du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile. Et est-ce que vous considérez que vous faites partie d'un service public comme les policiers, comme évidemment les pompiers qui sont à terre, comme les gendarmes en voie de paupérisation? Alors, c'est forcément la crainte que nous avons, puisque c'est vraiment un service public qui est très important. Nous, pilotes, nous sommes très attachés à la qualité que l'on pouvait rendre concernant ce service-là. Et le savoir-faire que nous avions en France, puisque depuis de nombreuses années, la doctrine française d'utilisation des moyens aériens sur feu de forêt a été reconnue au niveau mondial. Et on est très inquiet de la voir se déliter de cette manière-là. Et on fait tout pour qu'elle reste au niveau qu'elle mérite d'être. Bon, et en tout cas, vous avez tiré la sonnette d'alarme, Benoît Quempoix. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pilote et secrétaire général du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile. Vous nous avez alerté en effet sur ce parc des Canadair en France qui se dégrade malgré des conditions météorologiques certes chanceuses, mais quand on voit ce qui s'est passé en Californie, en Grèce ou encore en Italie ces dernières semaines, on peut s'estimer vraiment chanceux. Il est grand temps qu'on réagisse. Merci d'avoir poussé votre coup de gueule sur Sud Radio. Dans quelques instants, direction les États-Unis. Elon Musk, homme le plus riche du monde, mais aussi nouveau gourou, notamment avec Donald Trump. On va se demander d'où vient cette petite transformation. À tout de suite sur Sud Radio. Quart d'heure avant qu'on retrouve les mousquetaires autour de la table pour passer l'actualité du jour au scalpel. Nous sommes avec Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital et auteur d'une enquête sur Elon Musk aux éditions Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Je tenais à vous avoir absolument aujourd'hui parce que votre livre, je le dis, Elon Musk, chez Robert Laffont, est vraiment grouille d'informations capitales pour comprendre ce qui se passe actuellement avec ce personnage qui est, on peut le dire, un peu loufoque, patron de Tesla, patron de SpaceX, patron de Twitter, on y reviendra. Et il est vraiment passé du milliardaire un peu farfelu au nouveau gourou de l'Amérique trumpiste. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de notre discussion, de notre échange, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement, en quelques mots, en quelques lignes, le parcours de cet homme de fait hors norme? Oui, bien sûr. Alors, je vais faire au mieux parce qu'il a un parcours extrêmement riche, mais c'est vrai que c'est le parcours d'Elon Musk, c'est un peu un film hollywoodien, quoi. C'est le petit émigré sud-africain qui arrive d'abord au Canada, qui ensuite arrive aux États-Unis pour financer des études, qui monte sa première start-up, qui revend, qui remonte, etc., et qui finit par être à la tête d'un empire, comme vous disiez, effectivement, à la fois dans l'automobile avec Tesla, le spatial avec SpaceX. L'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde. Alors il y a une petite bataille quotidienne hebdomadaire avec on a les batailles qu'on peut, chacun les siennes. Exactement, mais à plus de 200 milliards de dollars, effectivement. Bon, voilà, c'est un homme extrêmement riche, extrêmement puissant, parce qu'il a aussi Twitter et c'est qui est une caisse de résonance mondiale sans équivalent, qui par ailleurs, il faut bien le rappeler aussi, a plus de 180 millions de followers sur Twitter, donc, et qui lui-même effectivement est une sorte de gourou médiatique qui est suivi par des gens qui sont complètement aimantés. Enfin, moi j'ai eu la chance d'aller au Texas et de rencontrer des zélotes, quoi, vraiment des gens qui suivent, qui sont prêts à mourir pour lui. Oui, et qui sont persuadés que c'est une sorte de Messie 2.0. Donc voilà un petit peu l'histoire en quelques mots d'Elon Musk, qui aujourd'hui à 53 ans est certainement un des hommes les plus puissants de la planète. Il rachète Twitter en 2021, 44 milliards d'euros, une modique somme donc. Et est-ce qu'on pouvait soupçonner dès cet achat une radicalisation de sa part ? Alors, objectivement, non, parce qu'on se disait tous qu'il avait quand même tout intérêt à modérer un peu ses propos s'il voulait justement rentrer dans ses frais, parce que 44 milliards, effectivement, comme vous dites, c'est pas une petite somme, même quand on est l'homme le plus riche du monde, parce qu'il faut quand même des investisseurs. C'est au minimum un petit investissement. Voilà, pour vous appuyer, et puis il faut rentrer dans ses frais. Enfin, il y a des crédits à rembourser, des investisseurs qui veulent aussi voir leur investissement se rentabiliser. Donc on pensait, c'est ce qu'il avait d'ailleurs dit aux annonceurs qui, dans un premier temps, étaient extrêmement effrayés et avaient dit nous on met tout sur pause parce qu'on attend de voir. Il leur avait dit ne vous inquiétez pas, évidemment ça sera modéré, évidemment tout et n'importe quoi ne sera pas dit. Le fait est qu'en fait très rapidement ça a dérivé. Il a commencé de toute façon par s'attaquer à l'équipe de modération en licenciant à peu près tout le monde. Ensuite effectivement il a réouvert les comptes de tous les complotistes du monde entier. Et donc on le voit maintenant, il y a de plus en plus de propos haineux. L'algorithme lui-même a manifestement été revu et fait que vous avez de plus en plus accès et on vous propose de plus en plus des vidéos virales qui sont soit violentes, soit avec des propos haineux, enfin bref, des propos un petit peu en tout cas qui sont censés vous faire réagir, parce que malheureusement on sait que en général les gens réagissent plutôt aux propos et aux vidéos négatives. Ouais. Et donc non, c'était compliqué de voir ça chez lui au début. De soupçonner, en tout cas que ça irait si loin. On pensait quand même qu'il finirait par rentrer dans l'ordre, mais c'est pas le cas. En tout cas, une dérive qu'on aperçoit, c'est pour certains en tout cas qualifié comme étant une dérive, c'est sa proximité avec Donald Trump depuis quelques jours de façon vraiment évidente. Un soutien qui est aussi financier, parce qu'il lui a promis plus de 45 millions de dollars par mois pour soutenir sa campagne. Et il a organisé hier une très grande discussion sur le réseau social X, justement visionnée par des centaines de millions de personnes. Comment on explique cette familiarité entre ces deux hommes qui s'affichent objectivement de plus en plus clairement à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine? Alors encore une fois, effectivement, il y avait déjà eu un premier contact, plus qu'un premier contact d'ailleurs pendant la mandature de Trump, où Elon Musk, qui n'était pas le seul, il y avait eu de très nombreux patrons, avait fait partie d'une sorte de cercle de conseillers économiques, mais en fait, Elon Musk était rapidement sorti de ce cercle parce qu'après que Donald Trump ait décidé d'extraire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, et il avait plutôt pris ses distances, et même sur la fin il avait eu quelques mots doux, mais en fait il y a aussi, alors il y a un double raison si je puis dire, il y a aussi
une raison, c'est qu'en fait, il y a une détestation absolue d'Elon Musk contre Biden, notamment, pas que, mais notamment parce que il l'a pas invité. Effectivement, il y a eu juste après qu'il ait pris, il faut le rappeler, pardon, excusez-moi, que Musk a d'abord été un soutien de Biden dans son élection, et juste après son élection, Biden a fait une grande réunion sur les véhicules électriques où il a invité tous les grands constructeurs américains de véhicules électriques, sauf Tesla. Pourquoi ? Parce que Tesla n'a pas dans ses entreprises de représentants du syndicat UAW, qui est le grand syndicat automobile américain. Et alors ça, pour Elon Musk, ça a été un affront absolu qu'il n'a jamais digéré. Donc Biden ne l'a pas invité parce que dans son entreprise, il n'y avait pas la présence de ce syndicat ultra puissant, et Elon Musk a considéré que c'était l'affront impardonnable, donc il s'est allié avec Donald Trump, c'est bien ça. Et il a dérivé, en tout cas, il a commencé par être de plus en plus anti-Biden, et dès que Trump est revenu dans le jeu, il a commencé en fait d'abord par soutenir Ron DeSantis, qui était un de ceux qui étaient dans la course à la mandature républicaine, mais qui a été rapidement écarté. Et là, effectivement, maintenant, des choses sont très nettes. Il a affiché un soutien très clair sur Trump. Et en plus de ses opinions sur la scène politique nationale, on vient d'en évoquer quand même quelques-uns, il n'hésite pas à livrer ses analyses sur la scène international. Il y a quelques jours, il a dit que la guerre civile était inévitable. Ça concernait ce qui se passait actuellement au Royaume-Uni. Il a joué sa partition aussi du côté du Venezuela, mais également en Inde, quand il s'agissait tout d'un coup de camoufler des vidéos qui pouvaient circuler concernant, on va dire, un certain abus de pouvoir des présidents en place. Donc, comment on peut observer ça, avec quel œil ? Ce qui est certain, c'est qu'il a bien conscience d'avoir dans les mains un outil d'une puissance phénoménale qui est X, anciennement Twitter, qui peut faire et défaire les opinions publiques. Donc ça, il s'en sert d'un levier, mais il y a aussi quelque chose du personnage qui lui-même ne se prend plus simplement pour un très grand patron, un milliardaire, mais qui se prend pour une sorte de président, en tout cas de président d'un État-nation qui serait, je sais pas, Muskland, quelque chose comme ça. En tout cas, il a envie de parler d'égal à égal avec les très grands de ce monde. Mais donc ça dit ça aussi. Vous parlez de l'altercation avec des très grands de ce monde. Il y a notamment Thierry Breton, ça a fait beaucoup parler. À l'occasion de sa discussion, c'était même pas un entretien, c'était vraiment une discussion avec Donald Trump. Thierry Breton s'est juste permis une petite lettre en lui disant « Mon cher Elon Musk, je vous rappelle qu'il y a quelques règles de modération, puisque quand même ce X est diffusé, on va dire, sur le continent européen. Et il lui a répondu avec une violence inouïe, quand bien même c'est caricatural. Il lui a répondu avec une réplique de film, un mème, c'est-à-dire une image, quelques sous-titres censés être drôles, qui conseillait gentiment à Thierry Breton, on va se parler vrai, c'est le slogan de Sud Radio, d'aller se faire foutre. On se rappelle quand même des poignées de main, des photos, des échanges à Bruxelles avec Thierry Breton. Comment tout d'un coup, Elon Musk, Union européenne, c'est quoi la radicalisation ? Alors déjà, effectivement, cette sortie est assez folle. Enfin, moi, je n'ai jamais de mémoire, j'allais dire, de journaliste, ça fait 20 ans que je fais ce métier, vu un tel échange entre un grand patron et un commissaire européen, enfin une telle sortie aussi violente. Effectivement, la dérive, à mon avis, moi je l'analyse comme, je pense que Musk se disait qu'ils allaient pouvoir balader gentiment l'Europe et Thierry Breton, et que le Digital Service Act, qui est censé donner un cadre à ce qui se passe sur les plateformes, il allait pouvoir un peu en faire ce qu'il voulait, parce qu'effectivement, il arrive quand même assez souvent à plier la réalité à ses désirs, si je puis dire, notamment aux États-Unis. Mais l'Europe n'est pas les États-Unis, et en Europe, les règles sont très fortes et pas contournables du tout. Donc là, il s'aperçoit qu'il est face à un mur, donc il joue un peu les gros bras, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le coup de force un peu permanence pour voir jusqu'où est capable d'aller Thierry Breton et l'Europe, sachant que dans l'absolu, l'Europe pourrait décider de stopper le service X en Europe. Alors justement, c'est la question qui paraît naturelle après ce que vous nous dites, et ça vous le décrivez vraiment, Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital, dans votre livre Elon Musk, c'est chez Robert Laffont. C'est quoi le monde rêvé d'Elon Musk ? Parce qu'en réalité, on le décrit beaucoup comme le patron de Twitter, mais il y a une partie considérable de ses activités qu'on ignore totalement. Notamment la construction, et ça vous en parlez très bien dans le livre, d'un village au milieu des États-Unis. Vous pouvez nous expliquer ça ? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que là, effectivement, aujourd'hui, Elon Musk, on ne le voit plus que comme l'incarnation soit du patron de X, soit effectivement d'une nouvelle incarnation de la droite extrême aux États-Unis. Mais Elon Musk, c'est surtout quelqu'un qui n'a qu'un rêve, enfin en tout cas qui a un rêve absolu, c'est la conquête de Mars, parce qu'il est persuadé qu'il y a
court ou moyen terme, la Terre est vouée à disparaître, donc il faut faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire, donc il faut conquérir Mars. Et pour conquérir Mars, la première étape, c'est d'avoir des fusées. Ça tombe bien, il a SpaceX, effectivement, et c'est aujourd'hui le lanceur qui a le plus de lancements très loin devant Ariane. Mais ça suffit pas. Il faut aussi, une fois qu'on imagine qu'on est arrivé sur Mars, il faut aussi un village, des colonies, etc. Et là, encore une fois, il ne part pas de zéro. Enfin, c'est des choses très étayées. C'est pas juste des propos délirants d'un milliardaire un peu loufoque. Il a construit, et ça, c'est vrai qu'on en parle assez peu, à 1 heure de route d'Austin, donc la capitale du Texas. Il est en train de construire une ville qui s'appellera Snaybrook. Donc il a quand même racheté au fil des ans 1400 hectares. Donc c'est pour avoir à peu près en tête, c'est l'équivalent d'une ville comme Saint-Tropez en France. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une sorte de phalanstère où il abriterait plusieurs milliers de salariés. SpaceX, qui est déjà au Texas, mais au Tesla, qui a aussi une... Donc c'est une ville du futur au service des employés qui travaillent pour lui. Exactement, voilà, où il y aurait tout. Il y a déjà un gymnase, une piscine, il y aurait des maisons où les loyers seraient 3 fois plus bas que sur le marché local pour que les gens soient attirés sur place. Et l'idée, c'est plutôt, en réalité, c'est une sorte de maquette grandeur nature qui pourra ensuite dupliquer pour ces colonies martiennes. Donc là encore, on voit une autre brique dans sa volonté de coloniser Mars, parce que c'est ça aussi son rêve ultime. C'est pas l'unique, mais en tout cas son objectif final, il a toujours dit, c'est ça. Ville du futur, coloniser Mars. Dernière question qui finalement va clore un peu notre échange. Est-ce que tout ce qui atteint Elon Musk, tout ce qui touche à lui, que ce soit ses propos politiques, ses propos sur l'économie, ses soutiens, etc. On rappelle même que sur Twitter, il a réhabilité de grandes personnalités complotistes et d'extrême droite avec des comptes et des millions de personnes. Est-ce que le sujet autour de lui, l'éléphant dans la pièce, ce n'est pas le sujet de la modération ? Si, c'est vrai que c'est un sujet marrant, mais qui est intéressant dans le sens où ça dit beaucoup de l'opposition culturelle, pour ne pas dire philosophique, entre l'Europe et les États-Unis. Avec d'un côté, souvent on dit ça, aux États-Unis on innove, on crée des produits, et en Europe on crée des normes. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. En Europe, on a tendance à avoir énormément de normes, énormément de règles, alors qu'aux États-Unis, voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'affrontement permanent de deux visions. C'est idéologique pratiquement. Voilà. Et lui, il est en plus dans une idéologie libertarienne extrêmement poussée, où en gros, pour lui, il faudrait quasiment aucune règle, et en se disant, finalement, le marché, quel qu'il soit, finira par s'autoréguler, même si ça doit passer par des moments un peu compliqués. C'est grave. À la fin, finalement, la main du marché, comme on dit, finira par s'autoréguler. Et de la même façon que pour aussi, effectivement, ce qui est la liberté de parole, ça finira par se réguler, les gens finiront par se faire leur propre opinion. Merci beaucoup Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital, et votre enquête Elon Musk, c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, auditeurs, on se retrouve au 0826 300 300 en direct dans ce studio. C'est l'heure des grands débats de l'été, avec notamment le retour des lettres, les liaisons dangereuses en politique. C'est dans quelques instants. À tout de suite. S'ouvrent les grandes portes des grands débats de l'été avec une tablée de mousquetaires que je ne vais pas tarder de vous présenter. Juste avant ça, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez échanger, passer vous aussi vos coups de cœur, vos coups de gueule, faire vos commentaires et dialoguer avec nous autour de la table. C'est au 0826 300 300, évidemment avec l'application Sud Radio ou même directement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, autour de la table, la droite en minorité, mais elle est là quand même. Merwan Barrio, bonjour. Écrivain et journaliste au JDD, merci d'être avec nous. Alexis Bachelet, ancien député, merci beaucoup. Et adjoint notamment Europe Écologie Les Verts à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Merci beaucoup, habitué de ce micro. Frédéric Fougera, merci beaucoup d'être avec nous, président de Tenkan Paris, agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur aussi d'un livre aux éditions Bréal. La com est un métier et croyez-moi, la communication, on va avoir largement l'occasion d'en reparler. Et Olivier D'Artigol, bonjour. Bonjour. Conseiller municipal de Pau. Non, je ne le suis plus du tout. Je suis chroniqueur politique. Et chroniqueur politique, voilà, mais c'est merveilleux, chroniqueur politique. Là aussi, on va en avoir besoin dès le premier sujet, vous allez voir, parce que on va se poser la question des lettres. Hier ont été envoyées, c'est le retour des liaisons dangereuses. Alors c'est pas des lettres d'amour, c'est pas une correspondance, c'est des lettres entre les différents partis politiques. On a eu celle d'Édouard Philippe au député, on a eu celle de Lucie Castet au député, on a eu celle de Stéphane Séjourné, on a eu celle de Gabriel Attal. Et dans les explications ou dans les destinataires, tout simplement, on se rendait compte qu'il n'y avait ni le RN ni LFI. Donc est-ce qu'on peut tout simplement commencer à penser l'Assemblée nationale qui va commencer à travailler d'ici quelques semaines dans la situation politique qu'on connaît, sans la représentation politique de ce qui pèse, mine de rien, près de 20 millions d'électeurs autour de la table, Erwan Barrio notamment?
Oui, ça fait partie, vous savez, là on est dans la droite ligne du macronisme qui s'est construit sur le fameux arc de la raison. On va prendre finalement les gens raisonnables de droite qui, soit dit en passant, ont trahi leur camp, et les gens raisonnables de gauche qui, soit dit en passant, ont trahi leur camp, et on va faire cet ensemble, on va rassembler les deux bouts de l'omelette, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, pour faire un grand bloc central. Et donc là, le président de la République est dans la continuité qui a toujours été finalement son action politique. Et je dirais même que en diminuant le nombre de députés qui pourraient être acquis à sa cause, il a renforcé encore cette logique, puisque dans une ambiance un petit peu de citadelle assiégée, le macronisme doit faire de nouveaux adeptes, y compris chez les LR et la gauche dite raisonnable. Donc on a bien compris qu'il s'adressait au Parti socialiste. Donc pour moi, rien de nouveau sous le soleil. Le président de la République est toujours dans cette logique de rassembler les gens dits raisonnables. Et donc il est logique. Raisonnable, doubler des traîtres, globalement, si on vous écoute quand même. Oui, parce un grand parti, deux traîtres. Un grand parti. C'est Rachida Dati qui en parlait très bien, qui disait... vous savez, les macronistes, ce sont des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Ouais. On se souvient, par exemple, de François de Rugy. On l'a un peu perdu de vue, mais il vient régulièrement sur Sud Radio en vraie voix. Oui. Mais raison plus. Donc raison plus. Essayez de parler positivement de. Et c'est un homme formidable qui a été le 4e personnage de l'État. Et je me souviens qu'il il pavanait sur le plateau de Laurent Ruquier en expliquant comment il avait bien fait finalement de trahir, puisque de 5e personnage de la primaire socialiste, il était passé 4e personnage de l'État, ce qui est finalement une prouesse assez remarquable dans le monde politique. Olivier d'Artigol, vous qui avez un sourire au coin des lèvres sur cette situation, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que vous pensez, parce que là c'est quand même la question, est-ce qu'on peut gouverner sans des représentations politiques, qu'on déteste le RN, qu'on déteste LFI, ou les deux en même temps même, qui représentent quand même 20 millions d'électeurs? Bon, je ne sais pas s'il faut faire le calcul des traîtrises. L'Assemblée est le résultat de l'expression démocratique, du vote, avec un premier tour et un second tour. C'est ce qu'a décidé l'exercice démocratique. Voilà. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas. L'Assemblée est composée avec ces 3 blocs qu'on a régulièrement décrits ici sur vos ondes. La question est de savoir, en cette période post-olympique, bien sûr, je ne pense pas que la période politique qui s'ouvre soit enchantée, mais il va bien falloir, pour les uns et les autres, trouver une solution à une équation qui semble impossible avec une Assemblée ingouvernable. Pour ma part, je pense que Emmanuel Macron a fait une erreur stratégique de ne pas nommer une personnalité issue du nouveau Front populaire, qui est la coalition en tête. Le Front républicain a été un succès, ça ne veut pas dire que le nouveau Front populaire ait gagné. Pour autant, le nouveau Front populaire, c'est 193 élus, donc c'est pas une majorité relative possible, mais c'est en tout cas devant le bloc central présidentiel à 166 et largement devant RN et les alliés ciotistes. Donc il fallait. Mais vous n'êtes pas plus indigné que ça autour de la table? Il fallait peut-être nommer un représentant, quitte à ce qu'il soit exposé à une censure, pour passer après à une étape 2. Mais puisque cette première étape n'a pas été proposée, Emmanuel Macron se retrouve plutôt en difficulté. C'est pas tout à fait terminé, l'épisode Castet. Peut-être qu'Emmanuel Macron va se réveiller après les JO, et ça pourrait l'amuser de nommer Lucie Castet pour qu'elle se fasse censurer une semaine plus tard. On fera le tour de la table avec vous. Coup de cœur, vos coups de gueule, et on verra le vôtre, Erwan Barillot, qui concerne Emmanuel Macron. Alexis Bachelet, maire adjoint Europe Écologie Les Verts à Colombes. Est-ce que, mine de rien, qu'on s'apprête à avoir un nouveau Front populaire, bon, LFI, avec LFI, c'est LFI qui est concerné, et le RN exclu, est-ce que ça vous interpelle, ça vous choque? Disons que c'est étonnant comme démarche, mais on mesure en fait, par ces échanges épistolaires, l'impasse politique dans laquelle se trouve le président de la République, qui en fait cherche désespérément de l'oxygène et une majorité qu'il ne trouvera pas. À partir de là, c'est évident qu'il aurait dû choisir la moins mauvaise solution. La moins mauvaise solution, vous savez, en démocratie, c'est d'écouter le peuple. Il y a un résultat, Olivier d'Artigol a très bien décrit la situation. Dans n'importe quel régime parlementaire, digne de ce nom, une coalition arrivait en tête, même en majorité relative. Je rappelle qu'en 2022, la majorité présidentielle était relative. Ça n'a pas empêché le président de la République de nommer Elisabeth Borne, issue de ce groupe de majorité relative. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une majorité relative, nouveau Front populaire. La cohérence, la logique des institutions et même le respect du suffrage universel c'eût été de nommer, alors
dans un premier temps, on a bien compris que le Front populaire n'a pas aidé le président de la République à prendre une décision, puisqu'il y a eu quand même une dizaine de jours de tragicomédie sur les noms, un tel ou pas un tel, etc. Bon, finalement, il y a eu quand même un petit peu de... On est sorti quand même du tunnel, et on a fini par un nom qui est donc Lucie Castet. Mais après 3 semaines de longues discussions... Ça a été un peu long, et du coup, le président de la République, en fait, il a profité de ces tergiversations pour essayer de reprendre la main. Et donc, ces histoires de courrier, c'est une manière d'essayer de montrer qu'il revient à travers ses soutiens politiques. Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, c'est quand même 2 piliers de la Macronie. Donc il essaye en fait de ressaisir une situation politique qu'il a provoquée dans la dissolution. Autour de la table, je suis désolé, vous ne répondez pas clairement à la question. Et je vais le faire avec vous, Frédéric Fougera, président d'une agence de communication. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, même en termes de signal envoyé aux Français, d'exclure dans les courriers, même dans ce qu'on propose dans les courriers, parce que les courriers c'est un fait. C'est une manœuvre politique. Mais oui, la manœuvre elle est là. Mais le fait est qu'on exclut ce pourquoi 20 millions de Français ont voté. Mais quand on gouverne, on exclut toujours des millions d'électeurs parce qu'on a une majorité, et donc généralement, malheureusement peut-être, parce que moi je trouve que la situation est plutôt plus intéressante qu'elle n'a jamais été, malheureusement on exclut beaucoup de gens. Il y a eu des phrases, souvenez-vous de certaines phrases, on a juridiquement raison parce qu'on est politiquement majoritaire, donc ça veut dire en fait on méprise totalement une partie des électeurs, mais c'est notre constitution qui est ainsi, on a une majorité, c'est le jeu, on a une majorité, on fait ce qu'on veut, et les autres quelque part ne servent à rien. Ça sert à quoi? Là, je sens que je vais pas me faire des amis, mais ça sert à quoi d'être un parlementaire d'opposition? Ça sert à quoi d'être un conseiller municipal, un conseiller régional d'opposition? Pas à grand chose. Ça sert à alerter, ça sert à contrôler, mais ça ne sert pas à grand chose, ça ne sert pas à agir. Vous avez une parfois ça sert à construire. On va vous présider une démocratie, vous présidez la commission des finances, vous contrôlez l'exécutif. Moi qui ai été conseiller municipal d'opposition pendant 2 mandats, je peux vous assurer que le rôle d'un conseiller municipal dans des collectivités petites ou grandes, c'est plutôt quelque chose à l'honneur de la démocratie. Parce que vous avez une fonction très intéressante, que ce soit l'honneur de la démocratie, c'est très bien, et heureusement, parce que sinon on ne serait pas en démocratie. Mais la réalité, c'est que dans un système majoritaire, ceux qui ont la majorité décident, et ceux qui sont minoritaires et qui représentent beaucoup de gens, parfois c'est 50% de la population, ne décident de rien ou certainement pas grand-chose. C'est la réalité. Alors on peut se faire croire qu'on sert à quelque chose quand on est dans l'opposition. La réalité n'est pas vraiment celle-ci. Alors que maintenant, on a besoin de créer une coalition, parce que moi je trouve la situation extrêmement intéressante. Ça c'est le point de vue du commentateur. Mais il y a plein de Français qui, avec, on va dire, d'un rapport réel avec la démocratie, se sentent bafoués. Je me rappelle hier d'une auditrice qui a appelé le 0826 300 300 qui nous disait, mais que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Gérald Darmanin, peu importe les noms que vous allez me sortir du chapeau, moi je ne vais plus voter. On m'a menti. Édouard Philippe a menti. Castex a menti. Donc bon, c'est intéressant. Nous aussi, commentateurs en studio, derrière un bon fauteuil, globalement, c'est pas compliqué. Mais est-ce que pour des gens, ça va pas totalement fausser le rapport même à la politique? Oui. Alors après, deux choses. Il faut changer les règles. À ce moment-là, il faut changer les règles. Mais les gens se sentent trahis toute la journée. Il y a des gens qui attendent leur SMIC à 1 600 € depuis la fin juin, depuis la fin juillet, et bientôt depuis la fin août. Il y en a qui attendent de partir à la retraite à 60 ans. Et ils n'auront pas leur SMIC à 1 600 €, ils n'auront pas leur retraite à 60 ans. Donc ils se sentiront trahis et ils se sont pris bien profond. Bon, allez, ça y est, le ton est donné. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Je vous rappelle le slogan de cette radio, parlez. Je crois que c'est bien parti pour les heures de débat qui arrivent. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On attend vos appels au 0826 300 300. Le tour de table était déjà bien parti. Le tour de chauffe n'a pas été nécessaire. Aujourd'hui, autour de la table, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, une agence de communication. Alexis Bachelet, maire adjoint Europe Écologie Les Verts. Erwan Barrio, écrivain et journaliste au JDD. Et Olivier D'Artignon, chroniqueur politique. La discussion était vive. Est-ce qu'on peut, on va dire, exclure les 20 millions de personnes? Il y avait une tendance autour de la table de nous dire oui, mais finalement ce qui est important c'est d'être dans la majorité, parce que c'est la majorité qui change le pays, et l'opposition, mine de rien, elle fait pas grand chose à part râler. Erwan Barrio. Oui, il y a un paradoxe dans la vie parlementaire, c'est que quand on est dans l'opposition, on parle, mais tout le monde s'en fiche. Quand on est dans la majorité, on parle, mais tout le monde s'en fiche aussi parce qu'on est député godillot. Donc finalement, il est vrai que parlementaire, dans la 5e République, il y a un rôle un petit peu ingrat. C'est enthousiasmant. Mais la bonne nouvelle, c'est
c'est que dans cette situation d'assemblée éclatée où il n'y a pas de majorité, le rôle du parlementaire redevient central. Et il n'y a plus vraiment de majorité, plus vraiment d'opposition. D'ailleurs, les députés dits de la majorité qui sont plus fidèles à Gabriel Attal, puisque c'est lui qui a fait campagne avec eux, sont quasiment dans une situation d'opposition, ou en tout cas de majorité critique au président de la République. Donc il y a une vraie recomposition aujourd'hui dans l'hémicycle où tout est possible. Alexis Bachelet, vous, j'imagine que l'opposition doit être plus importante qu'à n'importe quand. Non, mais enfin, là, aujourd'hui, la notion d'opposition, elle est très relative. Je pense que la situation politique est telle que à peu près tout le monde au Parlement est plus ou moins opposé au président de la République, avec des degrés divers. Oui. Mais en fait, il n'y a plus de majorité présidentielle. Absolument. Voilà, elle a été dissoute. Est-ce qu'elle a été remplacée par une autre majorité? À l'évidence, non. Même si certains imaginent pouvoir recréer une espèce d'arc central, une pseudo-majorité. Moi, je pense qu'on va être dans une situation politique inédite, avec probablement 1 an d'instabilité et d'ingouvernabilité. Parce que sans majorité au Parlement, puisque malgré tout, même si les institutions de la Ve République donnent au président de la République une grande prééminence, en l'absence totale de majorité, le président de la République, il est impuissant. Est-ce qu'il y aura des possibilités de créer des majorités de circonstances? Peut-être. En tout cas, il faudra bien que la France se dote d'un budget, il faudra bien gérer les affaires courantes, il faudra bien qu'il y ait un gouvernement. Mais aujourd'hui, nul ne peut dire quelle sera la composition de ce gouvernement. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, le président de la République se creuse la cervelle pour essayer de dénicher une espèce de Premier ministre mouton à 5 pattes qui lui permettrait de montrer qu'il a entendu les Français et qu'il y a un changement d'orientation, mais tout en gardant la main. Moi, je vais vous dire, ce système-là, il n'existe pas. En tout cas, avec cette composition de l'Assemblée nationale. Donc, le président de la République est parti pour aller, on va dire, d'échec en échec et de difficulté en difficulté. Et je ne m'en réjouis pas, parce que ça veut dire que le pays, après la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, va traverser une année, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas dissoudre avant 1 an. Donc ça veut dire que pendant 1 an, quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est composée aujourd'hui. Et je vais vous dire franchement, gouverner avec la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas de la tarte. Mais ça, c'est pas de la tarte, c'est sûr. Mais moi, je vous écoute un peu amusé parce que j'ai l'impression que ça ne vous indigne pas tant que ça. C'est-à-dire que vous dites, bon, voilà, c'est le jeu politique, Emmanuel Macron joue ce qu'il peut, etc. Mais moi, je pense à tous les auditeurs, et on va aller rejoindre après Bordeaux. À Bordeaux, on va aller retrouver le camarade de Xavier qui nous a appelé. Mais il y a quand même des gens qui se sont mobilisés en masse, qui ont eu, en effet, le côté Front républicain, etc. Mais ça a quand même permis d'amener un certain nombre de députés frontistes à l'Assemblée nationale, un certain nombre de députés LFI, et ça marque quand même, on l'a déjà dit, une fracture du pays, mais surtout une volonté de changement. Et là, je vois que tout le monde autour de la table dit, voilà, c'est le jeu de la politique, Emmanuel Macron, finalement, joue la montre, et puis c'est comme ça. Mais il va avoir des conséquences concrètes qui vont être terrifiantes. Je ne pense pas qu'on vous ait dit ça. D'ailleurs, l'intervention d'Alexis dit à peu près le contraire de ce que vous venez de dire. Mais vous vous expliquerez avec lui. L'idée était d'aller chercher Xavier. J'allais dire qu'il allait y avoir des conséquences. Vous avez raison sur une dimension. Sur le fait même. Mais en tout cas, c'est l'Assemblée qu'ont voulu les Français. Voilà. Bon, c'est le résultat du suffrage universel. Mais vous avez raison qu'énormément de personnes qui nous parlent nous disent, mais il y a eu les européennes, il y a eu les 2 tours des législatives. Et maintenant, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? La question qu'on nous a le plus posée pendant les semaines d'été, c'est mais qu'est-ce qu'on va se passer avec un clair-obscur qu'entretient d'ailleurs le président de la République. C'est là où il y a une crise institutionnelle et quasiment une crise de régime. Alors après, il peut y avoir des initiatives parlementaires. Vous pouvez très bien être député dans une opposition. Par exemple, beaucoup de députés sont dans l'opposition puisqu'il n'y a pas de majorité, même pas relative. Vous pouvez faire une commission d'enquête. J'ai souvenir de la commission d'enquête au Sénat d'Eliane Assassi sur les cabinets conseils, McKinsey. J'ai souvenir d'une niche parlementaire du député André Chassaigne qui avait permis la revalorisation des retraites agricoles. Il peut y avoir des éléments qu'on va construire avec des majorités d'idées mises sur les sujets précis. Par contre, il va falloir faire du cabotage texte par texte. Avant la prochaine dissolution. Ça va être de la magouille. Avant de poursuivre le tour de table, vous nous avez appelé, Xavier, vous êtes à Bordeaux, 0826 300 300, bonjour. Bonjour. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio et de nous passer un coup de fil. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, Xavier? Ça vous interpelle quand même, cette exclusion LFI, RN, ou pas du tout? C'est de la tactique et on joue comme ça, balle au centre. Alors je pense que oui, du côté macroniste, c'est peut-être de la tactique politicienne, mais sur le plan politique, sur le fond,
Je pense qu'effectivement, il faut distinguer les appareils LFI et RN des électeurs. C'est-à-dire que à la tête de cette direction d'appareil politique, on a quand même des personnalités assez extrémistes. On a des gens qui ont beaucoup de mal avec le compromis, avec l'écoute des autres points de vue et avec finalement l'intelligence de la démocratie. Or, si on veut être républicain et démocrate, il faut faire preuve d'un peu de compromis, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, ce que ces gens sont incapables. Je pense par contre que les électeurs sont capables de ça. Et donc peut-être construire un bloc central sur des idées claires, un programme clair et quelque chose qui correspond à l'aspiration des Français. Qu'est-ce qu'ont dit les Français lors de ces élections? Ils ont dit on veut plus de sécurité, on veut plus de justice sociale et économique. Voilà. Bon faisons un programme qui corresponde à ces aspirations-là et faisons-le de manière intelligente pour que la France puisse être un pays gouvernable, gouverné et stable, parce que c'est l'intérêt de tous. Mais si je vous écoute en réalité, Xavier, vous nous dites que le problème, ce n'est pas tellement le président de la République, c'est surtout les extrémistes qui dirigent plus ou moins ces partis et qui, eux, ne sont pas capables de comprendre ce que veulent les électeurs, c'est-à-dire la construction de coalitions. Exactement, je pense qu'on a affaire à des politiciens assez extrêmes qui jouent en fait leur carte personnelle et qui jouent l'agenda 2027 et qui finalement n'en ont pas grand-chose à faire des électeurs et de la France. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire gagner leur appareil, quitte à faire sombrer le pays. Donc moi, je veux pas ça. Moi, je veux que les gens soient capables de s'entendre même quand on n'est pas d'accord et qu'on trouve des compromis. C'est ça que veulent les Français. Mais qu'on trouve des compromis. Merci beaucoup Xavier, 0826 300 300, nous avoir passé un coup de fil et de relancer un peu le débat autour de la table. Frédéric Vaugelas, vous êtes d'accord, vous, avec cette idée de Xavier qu'en réalité ce sont les gens qui dirigent le parti le problème, trop extrémistes, plus que les électeurs? Je suis très en ligne avec la sagesse de cet auditeur, effectivement. Xavier, ouais. Mais encore une fois, on est dans un système de boutique. Donc en fait, on défend sa boutique, on défend son calcul, on défend ses sièges, on défend son avenir. Et même son argent, parce que plus on a de sièges, plus on a d'argent pour le parti. Donc c'est. J'allais même pas jusque dans cette perversité, mais on parle. Allons-y clairement. On parle. Non mais mais je suis pas certain que ce soit l'essentiel, mais je pense que ça existe. Mais pour la préparation de 2027, je ne veux même pas imaginer que ce soit l'essentiel. Mais on est dans un système où on défend sa boutique. Et d'ailleurs, on a du mal à sortir des idées de sa boutique. On défend les conneries de ce qui ont été dites dans sa boutique. Et on attaque les choses intelligentes qui ont été dites dans la boutique d'à côté. Ça, c'est ce système-là. Alors que le Parlement, justement, et un Parlement qui n'a pas de majorité, il est obligé de devenir intelligent. Moi, je trouve ça plutôt intéressant pour le pays qu'on ait un Parlement qui soit obligé d'être une situation comme ça. Oui, mais il faut que les élus se saisissent et soient au niveau des enjeux. Et c'est là où on voit quelques difficultés et quelques soucis de boutique. Et pour revenir sur l'exclusion des courriers, on peut voir des courriers qui n'ont pas été adressés à LFI, chez LFI et chez RN. On peut aussi regarder dans le sens inverse. Moi, sauf si vous me dites autour de la table le contraire, parce que je ne suis pas forcément bien informé ou le plus informé, moi je n'ai entendu personne chez LFI ou RN se plaindre de ne pas avoir reçu un courrier. Non, mais on pourrait. Donc non, mais parce que nous, là, vous nous demandez est-ce qu'on est choqué qu'un courrier ne leur ait pas été adressé, mais eux ne semblent pas choqués de ne pas en avoir reçu. Mais derrière l'exclusion ils sont dans le même système de pensée. On est dans le même système de pensée. Oui, mais vous êtes dans la communication. Si on pense la chose en termes de signal politique, on se dit quand même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont, mine de rien, en train de finir des postes importants en tant que députés, Premier ministre, etc. Et 20 millions de personnes qui ont voté pour des gens dans l'opposition se disent « Ah ok, donc là, en fait, ce qu'on est en train de lire, ce dont discutent les gens, c'est de programmer ou de faire un programme pour la prochaine Assemblée nationale dans quelques semaines, qui va prendre siège dans quelques semaines. Et ce que je vois, c'est que les gens pour lesquels j'ai voté, ça représente 20 millions de Français, et c'est quand même 300 sièges en tout, RN, LFI, ou Nouveau Front Populaire, ces gens-là, ils font pas partie de la discussion. Donc ça peut interpeller Erwan Barillo. Oui, après que Gabriel Attal fasse un pacte d'action avec les gens qui sont susceptibles de le rejoindre dans le cadre d'une coalition qui ferait plus que 193 députés, qui est le niveau atteint par le NFP. En l'occurrence, si on additionne avec LR, on arrive à peu près à 220. Ça me choque pas. Moi, ce qui me choque plus, c'est que le président de la République, il y a un mois, fasse une lettre en disant ce que doit faire l'Assemblée nationale. En disant il faut que vous travaillez ensemble. Là, il sort de son rôle, qui est celui, justement, de père de la nation un peu surplombant qui ne s'abaisse pas aux querelles de parti au-dessus de la mêlée. Que Attal fasse ce rôle-là, c'est le sien finalement. Il essaye d'être le chef d'une majorité
été recomposé. Tout en continuant les premiers ministres. Moi, je voulais juste réagir à ce que disait Xavier tout à l'heure. Quand il parle d'extrémisme, sous-entendu, il y a les extrémistes de gauche, les extrémistes de droite. Mais il oublie quand même un extrémiste notoire qui a fait passer la retraite à 65 ans, finalement 64, quand 75% de la population française était contre et 90% des actifs. Ça, si c'est pas de l'extrémisme, si c'est pas du jusqu'au boutisme, je sais pas ce que c'est. C'est l'extrême centre, c'est le parti des extrêmes retraités, des extrêmes citadins, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, Emmanuel Macron incarne aussi une forme d'extrémisme. Olivier jusqu'au boutisme. Voilà, de jusqu'au boutisme. Mais c'était pour rebondir sur le terme employé par Xavier, notre auditeur. Olivier D'Artigol, le mot de la fin. Non, mais je fais écho sur cette idée de l'extrême centre. Mais vous savez, c'est Emmanuel Macron est le grand ordonnateur de cette crise politique, institutionnelle et de régime. Il a voulu théoriser le dépassement du clivage politique, alors que je trouve que le clivage politique est sain pour la démocratie. Je préfère une bataille idéologique réelle, assumée, plutôt que et en même temps qui, au final, a été une politique de droite. Vous avez rappelé un certain nombre de réformes, que ce soit sur les retraites ou sur la fiscalité, sur la répartition de la richesse produite. Mais nous sommes peut-être justement là une grande explication avec le retour tonitruant de la politique. Et ben voilà, ce sera le retour de la clarté, justement, peut-être dans les quelques semaines qui arrivent. Prochain sujet, Gérald Darmanin, ministre clairement puissant après des Jeux Olympiques réussis sur d'un point de vue sécuritaire. Il ne s'interdit rien, il envisage peut-être même de rester au gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur. Est-ce que la surprise de la rentrée politique ne s'appelle pas Gérald? Là tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300 pour échanger avec nous. Alors le problème des pronostics politiques, c'est que ça rapporte beaucoup, mais alors beaucoup moins d'argent que les pronostics de Jean-Paul Delfarie au micro de Sud Radio. Mais on va quand même... Belle transition, Maxime, comme toujours. Oh, j'aime pas le dire, mais c'est vrai que c'est un métier. Mais on se posait la question un peu avant de partir au top horaire de 11h. Et on attend vos commentaires au 0826 300 300. Venez dialoguer avec nous et nous donner votre avis. En réalité, qu'est-ce que vous pensez de Gérald Darmanin? Parce qu'on faisait le court bilan. Réussite des JO, réélu député, une rentrée politique à Tourcoing, globalement un bilan au sein de son ministère qui déjà en termes de longueur est une réussite, mais en termes de bilan, il va vous dire que c'est aussi quelque chose de marquant et de positif. Il a dit, bon écoutez, moi les gars, dès que cette plaisanterie est terminée, je retourne dans ma circonscription. Ce matin, il n'exclut finalement pas de rester un peu au ministère de l'Intérieur, ou en tout cas si le président l'appelle, de rester un peu autour de la table. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que la surprise politique, ce n'est pas le Premier ministre? Est-ce que c'est ce que va faire Gérald Darmanin, Alexis Bachelet? Disons que Gérald Darmanin, il a au moins une qualité certaine, c'est qu'il n'a pas peur de se contredire. Puisque avant les élections législatives, je crois l'avoir entendu d'une voix un peu lasse, nous expliquer que c'était le moment de se ressourcer auprès des siens et donc de prendre un peu de recul par rapport à une activité gouvernementale qui est certes harassante, et surtout quand on est ministre de l'Intérieur. Donc, bon, je vois qu'il est en train de changer d'avis. Effectivement, la séquence des Jeux Olympiques est réussie du point de vue de la sécurité, donc ça doit lui redonner le moral. Il a envie de rester au gouvernement parce que c'est vrai que le gouvernement, c'est un peu comme une drogue. Je pense que quand on y est pendant plusieurs années, c'est difficile d'y renoncer et de se sevrer, je dirais, naturellement. Et par ailleurs, la situation politique étant ce qu'elle est, et qu'on l'a décrite tout à l'heure, il peut nourrir tous les espoirs, puisqu'il peut envisager effectivement de rester au gouvernement, là où il est, dans un autre poste, peut-être même d'être promu Premier ministre, finalement, puisque on a parlé de Xavier Bertrand. Darmanin est un enfant illégitime de Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand. Donc moi, je dirais que si j'étais à sa place, j'ai pas de raison d'être pessimiste. Tous les espoirs sont permis, comme on l'a dit hors antenne. Tant qu'on n'est pas mort en politique, tous les espoirs sont permis. Et Gérald Darmanin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs, il est bien vivant et il est en embuscade et il attend son heure, sachant que lui, il se programme pour encore autre chose, puisque comme la plupart de nos hommes politiques du niveau national, ils sont surtout obsédés par l'élection présidentielle et l'idée d'aller dépenser l'argent des Français en s'installant à l'Élysée.
ce qu'a fait notamment Emmanuel Macron. Il a fait exploser le budget de l'Élysée. Visiblement, c'est un truc qui fait rêver nos hommes politiques. Et même, j'ai même l'impression qu'ils rêvent qu'à ça. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y a d'autres manières d'être utile à son pays. Mais bon, aujourd'hui, on a encore cette obsession de l'élection présidentielle. Et peut-être d'ailleurs que si on en sortait, si on instaurait la proportionnelle au Parlement et qu'on remettait le pouvoir plus au niveau du Parlement que dans les mains d'un seul homme à l'exécutif, peut-être que ça dégonflerait les têtes et que ça rendrait le pays plus facile à gouverner. Frédéric Fougera, président de TNCAD Paris, agence de communication. Qu'est-ce qu'on pense? Comment vous jaugez Gérald Darmanin? Et moi, ce qui m'amuse, c'est le terme surprise associé à Gérald Darmanin. Parce que, non mais souvenez-vous, il y a exactement un an, la surprise, Gérald Darmanin faisait une rentrée politique inattendue. Est-ce qu'il invite la première ministre ou pas? Elle se pointe à sa rentrée politique. Quels étaient les calculs? Quels étaient les commentaires autour de ça? C'était déjà la surprise. Mais Darmanin, c'était déjà la surprise quand il est nommé par Sarkozy son porte-parole pour l'élection présidentielle. Darmanin, c'était déjà la surprise quand il rentre dans le gouvernement, le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Darmanin, c'était déjà la surprise quand il réussit à Bercy et le prélèvement à la source que tout le monde assurait ne pas pouvoir réussir. Il réussit la sécurité. Et loin d'être seul avec beaucoup de gens autour de lui de ces Jeux Olympiques. Donc finalement, Darmanin, toujours la surprise. Il faut peut-être juste se dire, il va falloir compter avec Darmanin à l'avenir, alors à Matignon, à l'Assemblée, dans sa ville, je ne sais où. C'est vraiment une surprise en fait. Mais voilà, il y a plus vraiment de surprise. A priori, Darmanin fait partie des gens qui comptent, je veux dire à droite, je ne sais pas s'il est à droite ou dans le bloc central, mais en tout cas, voilà, fait partie des gens qui comptent. Donc faut arrêter d'être surpris. Maintenant, faut regarder ce qu'il fait, ce qu'il veut, où il va. Mais faut arrêter d'être surpris, quoi. Parce qu'il est là. Non, mais après, vous êtes revenu sur sa rentrée, oui, dit comme ça, sur sa rentrée politique. Mais la rentrée politique n'avait pas été justement aussi spectaculaire ou n'avait pas été aussi surprenante que ça. La première ministre était venue, finalement... Sans être invitée. Sans être invitée, donc c'était vraiment la maîtresse qui devait garder l'élève un peu turbulent. Donc là, on se dit, est-ce que finalement, c'est pas le moment est toujours au gouvernement, elle n'y est plus. Peut-être y sera-t-il demain, et elle certainement pas. Il faut se rappeler que s'il y avait eu cette rentrée politique, c'est parce que Darmanin avait été déçu de ne pas être nommé Premier ministre, et que donc c'était tendu à l'époque avec Elisabeth Borne. Et donc tout le monde attendait à ce que... Est-ce que Darmanin va faire une déclaration fracassante? Évidemment que non. Darmanin s'est couché, il est resté au gouvernement, il a gardé son poste, et il a fait semblant d'être loyal à Elisabeth Borne, tout en pensant le contraire. Erwan Barrio, écrivain et journaliste au JDD. Comment on jauge Gérald Darmanin, qui s'exprime assez régulièrement dans le JDD et qui a l'occasion de développer ses idées, on va dire. Notamment il y a un mois avec sa théorie sur les élites. Tout à fait. Surprise, moi j'ai été surpris par Gérald Darmanin. J'ai été surpris qu'il n'y ait pas d'incident majeur pendant les Jeux Olympiques. Il faut l'attribuer à Gérald Darmanin et au préfet Laurent Nunez, qui ont fait, il faut bien le dire, et il faut vraiment saluer quand c'est le cas, un travail formidable. D'ailleurs, même les rabat-joie d'il y a 3 semaines, aujourd'hui, se dédisent. Vous avez des noms? Non, je préfère rester sympathique. Il faudrait faire toute une émission. Et donc, Gérald Darmanin, à votre question, Alexis Bachelet, vous demandiez, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas retiré, comme il l'avait dit? C'est un petit peu, quand même, un sens des responsabilités relatif qui aurait été le sien s'il s'était retiré au moment des Jeux Olympiques. Il est normal qu'il assume ses fonctions. Alors il était ministre démissionnaire comme tous ses collègues. Oui, donc vous auriez voulu qu'il démissionne et qu'il n'y ait plus du tout de ministre de l'Intérieur en France au moment des Jeux Olympiques. Donc vous ne pouvez pas lui faire ce procès-là. Il est resté, il a tenu la barre. Aujourd'hui, vous dites qu'il a de l'ambition. Moi, je ne crois pas qu'il ait d'ambition présidentielle. Il a réaffirmé plusieurs fois son soutien à Édouard Philippe en 2027. Il fait partie de cette fraction du macronisme, qui est une fraction souvent issue de la droite, plutôt enracinée, qui a souvent un mandat local et qui s'oppose très nettement avec Maxime le disait, une autre fraction du macronisme plus déconnectée, qui n'a pas de mandat local et qui a un côté un peu moralisateur qui est incarné aujourd'hui, il faut bien le dire, par Gabriel Attal. Donc parisien même. Parisien, effectivement. Et donc, on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a une opposition en vue de la prochaine présidentielle entre ces deux fractions. Est-ce que Édouard Philippe va l'incarner? Est-ce que ça va être Gérald Darmanin? Aujourd'hui, les paris sont ouverts, mais je ne crois pas que Gérald Darmanin, il pense tous les jours en se rasant. Vous savez, il est question aussi qu'il parte dans le privé. Il n'est pas attaché à son fauteuil comme une huître sur son rocher. Mais on peut parier, on va parier notamment avec avec Luc, 64 ans, dans le Val-de-Marne, qui nous a appelé aux 0826 300 300. Bonjour Luc. Bonjour Maxime, bonjour à tous vos invités. Merci de m'inviter dans votre émission. Mais merci à vous d'avoir appelé le Standard. Vous, puisqu'on était dans les paris, on va dire, quelle cote vous donneriez à Gérald Darmanin? C'est quelqu'un sur qui vous pourriez miser? Écoutez, ça faut demander à votre commentateur tiercé. On rappellera tout de suite Jean-Paul Delperrier. Il va dire que c'est un bon bourrin.
Un peu de respect pour le ministre de l'Intérieur. Mettez une petite pièce dessus, on sait jamais. Luc, allez-y. En tout état de cause, je ne sais pas quelle est la couleur de sa casaque, mais moi, il y a une chose dont, bon, c'est pas forcément ma tasse de thé, Gérald Darmanin, mais il y a une chose dont je lui suis gré, je vais y arriver, Oui. c'est de ne pas faire comme la plupart des premiers ministrables putatifs, que ça soit Madame Castet, Monsieur Bertrand et éventuellement Madame Pécresse, c'est de ne pas s'essuyer les pieds sur 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Voilà. Et ça, je lui en de ses grés. Je trouve que... D'avoir compris, d'avoir assumé déjà la défaite présidentielle et ensuite d'avoir compris qu'il y avait visiblement 11 millions de Français qui attendaient autre chose. Ça, vous estimez que Gérald Darmanin le saisit bien? Au moins, s'il ne le pense pas vraiment, c'est habile de sa part. Voilà. Ceci mis à part... Et si éventuellement il fait une échappée vers la route présidentielle en 2027, est-ce que ce serait un profil pour lequel vous verriez voter, Luc? Non, trop de contentieux, je dirais, sociétaux avec lui, même si effectivement c'est pas le plus mauvais cheval. Mais non, ce n'est pas ma tasse de thé. Premier ministre, ça ne me choquerait pas. Donc un avenir politique, mais pas forcément quelqu'un pour qui vous pourriez voter dans les prochaines années. Non, pas s'il tient la ligne qu'il a en ce moment. J'aurais pu voter pour lui. Je dirais si il avait eu des rapprochements, je dirais plus fermes de manière en matière sociétale. Je pense que c'est un homme de valeur. Hein, mais je pense pas que, si vous voulez, moi je pense sincèrement que il faut, pour redresser la situation, quelqu'un qui est une force de frappe, même s'il n'est pas apprécié des Français, même si je pense qu'il faut quelqu'un qui soit beaucoup plus ferme et beaucoup moins louvoyant. Je disais que je pensais, moi j'ai une idée pour une première ministre. N'hésitez pas. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont besoin d'idées, Luc, donc allez-y. Hein. Voilà, alors c'est une Agnès. Mais pas Agnès Pannier-Runacher, mais plutôt Agnès Verdier-Molinier. Ah oui. D'accord, oui, donc libéral, on le rappelle pour nos ça va régler la question du budget. Oui, il va être divisé par deux. Donc on le rappelle, c'est une économiste. C'est une économiste classée plutôt très libérale qui travaille à l'IFRAP, je crois, et qui publie régulièrement. Oui, ça c'est sûr. l'IFRAP et elle en est la présidente. Elle écrit des livres. Elle est très connue pour redonner son avis sur les questions budgétaires. On la retrouve souvent dans le journal du dimanche d'ailleurs. Pour donner son avis et pour donner, à mon avis, un bon avis. Voilà. Et je pense que il y a chez elle quelque chose qui... parce qu'on a deux gros problèmes. Le problème économique est colossal. C'est surréaliste. Donc on a besoin de quelqu'un en réalité qui ait de véritables compétences dans le domaine économique. On l'a bien compris. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Luc, au 0826 300 300. Le mot d'Olivier d'Artigol sur Gérald Darmanin et après les propos de Luc. Je vous écoute attentivement, mais on peut apprécier ou pas Gérald Darmanin. Reste qu'il a des ressources politiques considérables. Dans cette Macronie qui a des problèmes de DRH, de recrutement concernant vraiment des animaux politiques, il fait partie des politiques de cette équipe. Il a réussi à Bercy ce qui a été jugé comme difficile à la retenue à la source. Et on doit se rappeler qu'avant les JO, concernant les grincheux, qui parfois se sont exprimés dans des gazettes, le rendez-vous sécuritaire avait été pointé comme le défi numéro 1. Or, il est vrai... sous son autorité politique, avec bien sûr une mobilisation exceptionnelle, 45 000 agents des forces de l'ordre pour la cérémonie d'ouverture, 35 000 tout au long des Jeux, donc un dispositif exceptionnel. Démonstration a été faite que quand la police de proximité à l'écoute de la population est mobilisée, la délinquance, elle, recule et quitte le terrain. Il faudra d'ailleurs regarder ce que cela peut vouloir dire concernant les missions pour la police nationale dans les prochains mois. Mais donc il a une ressource politique. Il fait sa rentrée, quoi. Il ne peut pas faire sa rentrée puisqu'il
qu'il n'y a plus de sortie maintenant politique. Mais il fait sa rentrée le 15 septembre de nouveau à Tourcoing. Ce sera très intéressant de voir la manière dont il prend les choses sur le plan idéologique concernant une décomposition en composition de la droite. Vous venez d'entendre Olivier d'Artigol, Erwan Barillot est aussi autour de la table, Alexis Bachelet, Frédéric Fougerat. On se retrouve dans quelques instants pour clore le débat sur Gérald Darmanin avant d'ouvrir le prochain. À tout de suite sur Sud Radio. Alors vous qui devez continuer à râler au moment de la coupure pub parce que vous auriez aimé entendre la suite, la fin d'une phrase, sachez qu'en studio, les discussions ne s'arrêtent jamais, on continue et on poursuit les débats. Gérald Darmanin, la surprise de la rentrée, enfin la surprise, peut-être pas, mais en tout cas le poulain, l'élève, le fils spirituel de Nicolas Sarkozy sur lequel il va falloir miser pour les prochaines années. Frédéric Fougerat, quand on était hors antenne, on se disait mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication, s'interrogeait Olivier d'Artigol en disant s'il reste au gouvernement, vous, le directeur d'agence de communication, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous pensez qu'il se grille? Mais pronostiqueur, c'est un métier. Moi, je suis pas pronostiqueur, je suis communicant. Mais j'imagine que parfois les clients viennent vous demander un avis. Vous, si Gérald Darmanin venez vous dire, bon, il vous paye pas, mais s'il arrive en vous disant, franchement, est-ce que tu me conseilles de rester dans le gouvernement pour mon image? Vous lui répondriez quoi? Mais le sujet, c'est que c'est pas une question de communication, c'est une question politique, c'est une question d'engagement, c'est une question d'idées. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc la communication, elle vient accompagner, elle remplace pas la politique, la communication. Donc faut pas l'aborder sous un angle de communication. Je pense que c'est. Alors, après, on pourra dire il a fait une erreur de communication, il a réussi son coup de com. Mais ça, c'est quand on va commenter après. Mais avant, en pronostic, vous l'encourageriez à suivre la ligne politique, à savoir quand je suis élu, je l'encouragerais à faire ce qu'il a envie de faire, ce en quoi il croit et là où il se sent utile. Mais et la communication, elle l'accompagne. La communication, elle remplace pas, elle maquille pas le reste. C'est important ce qui vient d'être dit, parce que tout n'est pas que communication et stratégie de communication. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une communication réussie s'il y a véritablement un parti pris, un engagement, une vision sur de quoi, vers où conduire la France. Mais concernant Gérald Darmanin, encore une fois, ça va être le rendez-vous pour 2027 des politiques. Il va y avoir une décantation qui est en train de s'effectuer. Et je pense qu'il est dans le casting. Ouais. Et Erwan Barillot, Alexis Bachelet? Et ce qui est vrai, c'est que Gérald Darmanin respecte tous les électeurs. Ça a été dit, il respecte les électeurs du Rassemblement national, qui sont quand même 10 millions à s'être exprimés en faveur de ce parti aux dernières législatives. Il respecte aussi les électeurs de la France Insoumise. Il a ouvert la porte, notamment, à l'augmentation du SMIC. Et d'ailleurs, ça avait suscité un tollé chez la France Insoumise, qui l'accusait de récupération, mais c'est simplement la prise en compte, des aspirations du peuple dans son ensemble, et pas seulement du petit camp étriqué de la Macronie. Donc, il essaye d'ouvrir. On a bien compris qu'il prend aussi ses distances du gouvernement. Il se met en réserve peut-être pour la prochaine fois. Et j'ai des informations assez sérieuses qui me disent qu'il ne va pas rester, qu'il va peut-être à la rentrée partir dans le privé. Dans le privé. Alexis Bachelet, pour clore le débat Darmanin. Moi, je pense que la moins bonne situation pour lui, c'est de rester là où il est dans le gouvernement. Je pense qu'il est arrivé au bout d'un cycle dans cette mission importante du ministère de l'Intérieur. Il fera pas mieux que ce qui s'est passé là dans la dernière séquence. Il est au sommet, c'est l'acmé. Là, il peut que revenir à des problèmes domestiques et donc dégrader son image. Donc, en fait, il a plusieurs options, je pense, qui sont sur la table. Je pense que l'option, c'est de rester au gouvernement dans un autre poste, mais il pourrait aussi se dire que finalement, ce cycle politique-là aussi est terminé et qu'il a plus à perdre qu'à gagner en restant au gouvernement. Donc, il avait annoncé avant les élections qu'il souhaitait revenir vers son mandat local. Je rappelle qu'au démarrage, il est aussi maire. Il a été maire. Bien sûr. Bon, donc voilà, moi je crois qu'il est effectivement dans un moment sans doute à la croisée des chemins pour lui, en fonction de ce qu'il a envie, de ses convictions, de ses combats, de ce qu'il a envie de faire dans les années à venir, et qu'on saura assez rapidement, parce que c'est un animal politique, je suis d'accord avec Olivier d'Artigol, vers quelle direction il prend. Moi, le moins probable pour moi, je le dis, malgré... C'est la reconversion dans le privé, vous pensez que l'animal politique va reprendre ses droits? C'est-à-dire que... alors, il pourrait se reconvertir dans le privé et rester maire de Tourcoing. Il y a des hommes politiques qui font ça, des anciens ministres, qui gardent un mandat local et qui vont chercher une expérience dans le privé. Mais est-ce que c'est son envie? Est-ce que ça lui permet de continuer à peser sur le jeu politique? Je crois que non. Alors, effectivement, ça peut être un choix de se mettre en retraite temporairement. Vu la situation politique, il peut se dire qu'il n'y a que des coups à prendre et de toute façon, il ne se passera rien de nouveau avant une prochaine élection.
qui ne peut pas intervenir avant un an. Donc on le verra dans les prochaines Mais de toute façon, semaines. je pense qu'il faudra compter avec lui dans les années à venir, oui. Mais en tout cas, on gardera une très grande archive dans une place évidente de cette émission. On verra quels pronostics auront été les bons, la reconversion dans le privé, la poursuite de l'animalité politique. On verra ça d'ici la rentrée, à surveiller. Évidemment, la grande prise de parole à Tourcoing, début septembre, je crois, du ministre, le 15 septembre, mi-septembre, donc, du ministre de l'Intérieur actuel à Tourcoing. On va peut-être aborder le prochain sujet avec le jingle de l'alerte enlèvement. Et je veux parler en tout cas des cadres du Rassemblement national, des députés, des grandes gueules du Rassemblement national qui, on ne peut pas le dire, ont la qualité de la discrétion normalement dans le débat public, mais qui là, depuis leur défaite au second tour des législatives, après avoir promis et être objectivement au bord d'avoir Jordan Bardella Premier ministre, on se retrouve avec un silence radio de la part des cadres frontistes, des élus frontistes, à part quelques tweets évidemment sur la cérémonie d'ouverture des JO ou sur quelques situations. Mais est-ce qu'on sait ce qui se passe en interne, Erwan Barillot? Est-ce qu'on sait quelle va être la rentrée du Rassemblement national? Alors, silence total, non, puisque le Rassemblement national s'est réjoui quand même des succès olympiques de la France, comme le président de la République d'ailleurs, et à l'inverse de la France insoumise. Donc, on les a entendus là-dessus. Après, de fait, il y a une trêve politique qui a été ces Jeux Olympiques. Donc, ça aurait été inaudible de parler politique et de faire de la polémique alors que la France était rassemblée. Certains ont essayé. On se souvient de Lucie Castet dans une célèbre usine de verre en France. On aura l'occasion de reparler dans les coups de cœur. On ne peut pas dire que ça a été un succès phénoménal. Duralex. Exactement, Olivier d'Artigol. Non, la réalité du RN cet été... ça a été d'abord des changements de poste, des personnes ont été un peu exfiltrées. Il y a aujourd'hui l'eurodéputé Nicoli qui est chargé d'assainir les structures départementales du RN parce que nous avons eu l'affaire des brebis galeuses sur un certain nombre de candidatures pour les élections législatives. On en a fait la chronique à ce micro. Les journées parlementaires du RN, c'est le 14 et 15 septembre, mais ça ne va plus dans des destinations en province. C'est à l'Assemblée nationale. C'est très studieux, ça sera pas beaucoup, ça sera un week-end que les cadres frontistes présentent comme c'est pas un week-end détente, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de resserrer les boulons. Pourquoi? Parce que bien évidemment, le résultat du second tour a été une douche glacée. Le succès du Front républicain, c'est le choix des électrices et des électeurs, puisque dans un très grand nombre de circonscriptions, vous aviez la possibilité de vous saisir non pas d'un bulletin porté par le Front républicain, mais par un bulletin du Rassemblement national. Or, par rapport, vous vous souvenez, on avait pu dire avant le second tour, mais est-ce qu'ils seront à 220, 230, est-ce qu'ils peuvent aller gagner une majorité absolue? Sauf qu'aujourd'hui, c'est de mémoire 142 avec les alliés ciotistes. La greffe, y compris avec l'allié ciotiste, n'a pas donné ce que le RN escomptait pour aller chasser sur les terres LR dans les murs. Donc il y a une situation politique pour le RN qui n'est pas à l'aune de leur objectif. Et moi, je trouve qu'ils sont plutôt dans une séquence de réflexion, d'introspection, pour savoir comment cela ne peut pas affecter la future candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Frédéric Fougera. Mon sentiment, c'est que le Rassemblement national n'a jamais imaginé, souhaité, espéré prendre Matignon. Sauf à avoir une majorité absolue, ce qui aurait probablement été le pire scénario pour eux en prévision de la présidentielle, parce qu'ils n'auraient disposé que de 2 années pour agir, ce qui aurait été tout à fait insuffisant pour l'emporter à la présidentielle. Ce qu'ils n'avaient probablement pas prévu, c'est le tour de magie républicain, si on peut dire, organisé par tous les autres mouvements politiques, excepté le RN, qui ne leur ont pas permis d'arriver en tête. Eux, le scénario idéal, c'était d'arriver en tête, mais de ne pas avoir de majorité absolue, et donc de refuser Matignon. Nous sommes le premier parti de France, c'est nous qui décidons, on nous propose Matignon, on refuse. Là, c'est eux qui deviennent les maîtres des horloges, des agendas, les maîtres de tout ce que vous voulez. Donc là, et d'ailleurs, on se rend compte qu'ils n'étaient pas prêts. Comme l'a dit Olivier, un parlementaire européen a été désigné pour faire le ménage. En fait, ils n'étaient pas prêts. Et toujours donc, la même question en réalité depuis 2017, c'est la question du travail, de la préparation. Ils vont être prêts. À un moment, ils vont être prêts, ça, au bout d'un moment. 2, les 11 millions de gens qui ont voté pour eux sont toujours là, sont en attente et n'ont aucune raison de ne pas voter pour eux à l'élection suivante.
En revanche, un certain nombre d'outrances, un certain nombre de déceptions, un certain nombre de trahisons font que certainement d'autres électeurs vont se greffer à ces 11 millions. Et donc en fait, l'ensemble des autres partis politiques sont en train de préparer le terrain pour permettre l'arrivée du Rassemblement national. En tout cas, c'est mon sentiment. Alexis Bachelet. D'abord, il faut dire que les résultats du deuxième tour de l'élection législative ont montré qu'il n'y avait quand même pas de fatalité à ce que le RN accède au pouvoir. Et que même si, effectivement, ils ont atteint un score historiquement haut avec 11 millions d'électeurs, malgré tout, il y a plus de 2 Français sur 3 qui se sont exprimés, parce qu'en plus, il y a une très forte participation pour dire non, on ne veut pas que le Rassemblement national dirige notre pays. C'est un message on peut prendre le message à l'envers. On peut dire, c'est horrible, il y a, rendez-vous compte, il y a 11 millions, mais il y a aussi plus de 20 millions de personnes qui disent non, on ne veut pas que Marine Le Pen, Jordan Bardella ou on ne sait qui dirige le pays. Et j'ai envie de dire on est bien d'accord que si on avait été sur un système proportionnel que réclame une grande partie, notamment de la gauche, le Rassemblement national aurait été en tête. Tout ce qu'on aurait été en tête. Ce qui serait étonnant, c'est qu'on ne le fasse pas, puisque tous ces gens-là sont majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui serait incroyable, c'est qu'il n'y ait pas un changement de mode de scrutin et qu'on n'instaure pas la proportionnelle, alors que dans les programmes de tous ces braves gens, et là on va voir qui a des vraies convictions ou qui fait de l'enfumage, on va voir. Moi j'attends la rentrée parlementaire. Eh bien, on prend une grande respiration pour vous répondre, Alexis Bachelet. On part en pub et on revient dans quelques instants sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous finirez juste après, et en plus au standard on veut vous interpeller. À tout de suite, vous restez sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Alors on a coupé Alexis Bachelet en pleine, mais alors en pleine intervention, je peux vous dire que ça n'a pas été les jolis moments de radio. Il y a eu des moments de censure qui étaient moins moches que ça. Alexis Bachelet, poursuivez. Non mais le point de départ de la discussion, c'était on les entend plus trop. Alors oui, on peut dire il y a la trêve, etc. Mais moi je pense que outre le coup de bambou de l'élection législative qui a été bien décrit, il y a un deuxième quand même coup de bambou, c'est, j'ai envie de dire malheureusement pour eux, c'est les Jeux Olympiques. Enfin, pardon, mais qu'est-ce qu'on a vu pendant 15 jours ? On a vu d'abord un pays ouvert sur l'étranger. On a accueilli 11 millions de personnes. Quand on a un parti qui nous explique que l'avenir du pays, c'est plutôt de se replier, de fermer les frontières, de fermer les écoutilles, que c'est horrible d'accueillir tous ces gens, les clandestins, mais tous les autres aussi, il y en a trop, etc. Bon, là, effectivement, on a vu exactement l'image inverse, un pays hospitalier qui est capable d'accueillir le monde entier. Ensuite, le Front National, quand même, le Rassemblement National, ils ont quand même la tendance à dire, il y a une partie des Français qui sont plus français que les autres, il faut instaurer la préférence nationale, etc. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? Dit qu'il y avait des Français qui étaient plus français que les autres. On a vu des Français communier avec les touristes, les étrangers, les supporters, mais aussi entre eux, sans distinction de couleur, de race, de tout ce qu'on veut. Donc les images, la France qui gagne aussi, parce que le Rassemblement National, c'est quand même le parti du malheur. Il faut toujours que tout aille mal. D'ailleurs, sur la cérémonie d'ouverture, ils ont commencé à essayer de tirer sur... Pas que, il y a aussi des Français, j'imagine, qui votaient pas Rassemblement National, qui ont pu être interpellés. Mais ils ont très vite compris qu'ils étaient minoritaires et marginaux, donc ils ont arrêté. Et ils sont retournés en attendant que ça passe. Et effectivement, ça va passer. Et oui, évidemment, les Jeux Olympiques ne vont pas effacer les inégalités sociales, ils vont pas effacer toutes les difficultés du pays, mais quand même, ça envoie un message qui... Sur la plupart des points, quand vous prenez le programme du Rassemblement National, ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, ça dit le contraire, ça dit autre chose, ça raconte une autre histoire. Ça raconte pas un pays en décomposition. Ça raconte pas un pays où l'État s'effondre, où les services publics s'effondrent, où les transports ne marchent pas, où rien ne marche. Parce que c'est ça le Rassemblement National. Quand vous les écoutez, le pays est au bord du déclin, la décadence. De toute façon, c'est le discours très ancien de l'extrême droite. Il faut que ça aille mal, il faut que le pays s'effondre, et comme ça, on fera appel à nous. Eh ben, je suis désolé, le pays, non seulement il s'est pas effondré, mais en plus, il a montré qu'il était capable d'organiser quasiment le plus gros événement planétaire, et qu'aujourd'hui, en dehors, il y a la France, les Français se regardent eux-mêmes et se disent quand même, on a un beau pays et on est capable de faire des choses ensemble, mais même à l'étranger, les gens regardent notre pays autrement. Alexis Bachelet, vous pouvez pas dire que tout va bien parce que les Jeux Olympiques se sont bien passés. C'est exactement l'inverse. Non, vous venez de dire que le Rassemblement National jouait sur le fait qu'il y a des choses qui vont pas dans ce pays, les services publics, etc. Mais de fait, aujourd'hui, les Jeux Olympiques n'ont rien réglé. Et
D'ailleurs, le président de la République l'a dit, quand il dit on va revenir dans la vie, mais la vraie vie c'était les JO. Non, la vraie vie, c'est ce que vivent les gens au quotidien. C'est l'absence de services publics, c'est tous les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est l'absence de médecins dans les zones où il n'y en a pas. C'est tous ces problèmes-là que le Rassemblement national tente de régler, on va dire. Je ne sais pas s'ils ont la solution, mais non, en tout cas, leur discours, c'est d'essayer de régler les problèmes quotidiens des Français. Et vous pouvez leur faire beaucoup de reproches, mais vous pouvez pas leur faire, comme vous venez de le faire, le procès en mauvais français. Quand vous avez dit que c'était le parti du malheur, il n'y a pas la préférence nationale dans leur programme ? Vous pouvez pas leur faire le procès d'être des mauvais Français. Ils se sont réjouis. Il y a ou il n'y a pas ? Autant que vous, des médailles d'or remportées par les Français, et ils n'ont pas du tout joué sur le parti du malheur, comme vous dites. Et alors, ils n'étaient pas aussi enthousiastes que ce que vous dites. Et quand Monsieur d'Artigol, parce que je veux juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Après, on doit aller du côté de Montmarsan. Finissez. Vous faites le procès au Rassemblement national d'exfiltrer ces brebis galeuses. Encore heureux qu'ils le fassent. Il y en a d'autres qui le font pas. D'autres sont passés à travers les grilles. La France insoumise promeut ces brebis galeuses. La France insoumise rend député des gens qui ont une triple fiche S. Alors entre ceux qui choisissent d'exfiltrer, comme vous dites, leurs brebis galeuses, et ceux qui les promeuvent et qui en font des députés, excusez-moi de préférer Frédéric, la seconde proposition. Discussion à un moment. Allez-y. Non, aucun jugement, mais sur la question des Jeux Olympiques et du Rassemblement national, j'ai été très étonné en fait qu'ils n'en fassent pas une récupération maximum. En fait, ils avaient tous les éléments de discours, tous les éléments d'image, de visuel pour les récupérer et les approprier, et ils ont été complètement. Oui, peut-être parce qu'ils ont un peu de mémoire, parce que Marine Le Pen en juillet 2023 dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale disait on va vers un désastre sécuritaire, synonyme, je la cite, de nouvelle humiliation nationale. Et le député Jacobelli, quelques jours avant l'ouverture des JO, annonçait véritablement visionnaire, ces JO se tiendront sans public. Donc c'est par pure honnêteté. Peut-être qu'ils n'ont pas pu faire trop le service après-vente après. C'est par pure honnêteté intellectuelle qu'ils n'ont pas récupéré. C'est exactement ça. Ça doit être ça. On s'est planté, on se tait. Je suis certain qu'au sein même de cette antenne, on trouvera de quoi débattre sur le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, enfin de Jordan Bardella maintenant, et de Marine Le Pen au moment de la rentrée politique. On va devoir filer au standard pour conclure cette conversation. On va avec Yann qui est à Mont-de-Marsan. Bonjour Yann. Mont-de-Marsan. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. 0826 300 300, vous avez composé ce numéro, vous êtes autour de la table et vous avez même l'honneur de conclure la conversation. Pour vous, comment va se profiler la rentrée politique pour Jordan Bardella, Marine Le Pen ? Eh bien, d'abord, je vous en remercie. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je pense de ce qui s'est passé sur ces législatives, je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Alors, je ne suis ni quelqu'un du Rassemblement national, ni quelqu'un de la gauche. Voilà. J'ai été cadre de LR. Je vais vous dire une chose de ce que j'en pense en tant que citoyen, très clairement, et en tant qu'électeur aussi. Bien sûr. Depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il n'a eu de cesse, et ça a été son petit jeu au départ, de détruire la droite traditionnelle, dite traditionnelle, et la gauche traditionnelle. Parce qu'il a fait plus fort que Mitterrand. Il a réussi à détruire et le PS et LR. Comme ça, c'est un bonheur. Aujourd'hui, on a ce qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement une assemblée qui est un tiers. Alors, quand j'entends les gens de gauche, que ça soit LFI ou autres, qui nous expliquent qu'ils ont une victoire, c'est effectivement peut-être une défaite pour le RN qui se présentait tout seul et qui aujourd'hui se retrouve avec 140 et quelques députés, qui a une majorité qui n'a pas du tout de majorité comme il voulait, et je comprends qu'ils n'aillent pas au pouvoir. Mais très clairement, je pense que ce front républicain a vécu, parce que ça risque d'être pire aux prochaines élections en fait. À force, on pensait que le Front National avait un plafond de verre qu'il n'atteindrait jamais. On ne fait que le briser à chaque élection. Alors non, c'est pas qu'on le brise, c'est qu'en fait on les renforce à chaque élection. Et très clairement, on ne combat les gens que sur les idées. Et quand on les empêche de s'exprimer, et quand on les empêche d'être, pourquoi pas, au pouvoir, et de voir ce qu'ils seraient incapables de faire, on ne les met pas non plus dans une position où on pourrait après dire, vous voyez, ils sont pas bons. Moi, je sais que Marine Le Pen, élue au Conseil régional des Hauts-de-France, donc avec Xavier Bertrand, je me rappelle bien que Xavier Bertrand avait dû diviser par 2 ses indemnités d'élus parce qu'elle ne venait pas. Alors moi, je vais vous dire, quand on est dans une entreprise privée, quand on vient pas, on est foutu dehors et on travaille plus.
Mais effectivement, là, il ne pouvait pas le faire. Donc, il avait divisé ses indemnités d'élus parce qu'elles ne venaient pas siéger. Et donc, effectivement, ça pose un problème. Donc, si on les avait laissés un petit peu au pouvoir, peut-être vous auriez été partisan de leur donner la visibilité qu'ils méritent, les postes clés à l'Assemblée pour... Oui, allez-y, je trouve que ce Front populaire, c'est un déni de démocratie, en fait. Et là, effectivement, on met tous les gens qui ont voté pour certains candidats se retrouvent sans candidat parce qu'on fait un tripatouillage politique pour enlever des candidats par-ci par-là. Effectivement, on laisse des candidats fichés S. Alors effectivement, de l'autre côté, ils ont peut-être des candidats qui sont pas bien, mais en même temps, les gens qui disent ça ne savent pas comment fonctionnent peut-être les élections législatives. C'est le candidat qui se déclare candidat, et c'est lui qui coche la case du parti auquel il appartient. Et je vais vous dire que moi, pour avoir été candidat dans les Landes, quand vous le mettez que vous êtes sans étiquette politique, la préfecture vous classe quand même, de droite ou de gauche. Alors je trouve que mieux vaut le maîtriser, Yann. Bon, en tout cas, on vous a entendu au micro de Sud Radio 0826 300 300. Merci d'avoir échangé. Une seule réaction d'Erwan Barrio avant qu'on passe, pour conclure dans cette émission dans une ambiance agréable, à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Oui, ce qui est sûr, c'est que ce nous disait l'ami Yann de Mont-de-Marsan. Plus on fait augmenter le niveau du barrage, plus le niveau de l'eau augmente, et à un moment donné, les barrages ne montent pas jusqu'au ciel, donc l'eau finit par déborder. Et ce côté tous contre le Rassemblement national a évidemment renforcé le RN. Et ce qu'on voit se constituer aujourd'hui, c'est deux grands partis, un espèce de parti démocrate qui va de Macron à Mélenchon, qui au fond sont d'accord sur l'essentiel, et en face un parti républicain. Voilà, dans 10 ans, je vous fais le pari. Vous êtes trop passionné pour la politique pour dire que Macron et Jean-Luc Mélenchon partagent l'essentiel. La tripartition n'est pas naturelle. Vous entendez le générique de l'émission dans vos oreilles à travers le poste, amis auditeurs. Ça veut dire qu'on va devoir vous couper pour revenir toujours avec la même tablée. Erwan Barrio, Alexis Bachelay, Frédéric Fougera, Olivier d'Artigol pour les coups de cœur et les coups de gueule de chacun juste avant les JO dans tous leurs états. On va conclure ce tour de table et ce 10h30 midi avec toujours Olivier d'Artigol, Frédéric Fougera, Alexis Bachelay, Erwan Barrio par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. C'est une manière de faire une transition tout en douceur avant les JO dans tous leurs états à midi avec le camarade Clément Harion. Et je commence par vous, Frédéric Fougera. Coup de gueule contre Lucie Castet. Alors coup de gueule contre Madame Castet. Alors je sais qu'elle n'est pas épargnée, mais c'est le job de première ministre qui veut ça. Alors reste que la première ministre autoproclamée tarde à faire connaître la composition de son gouvernement. Que fait-elle ? Pourquoi ne connaissons-nous toujours pas les membres de son gouvernement si elle entend vraiment gouverner le pays ? Alors, je vous parle de ça, c'est parce que je suis directement intéressé. Effectivement, ma famille exige que je sois nommé ministre du Tourisme. J'ai d'ailleurs, depuis 3 semaines, effectué des déplacements en bord de mer, à la montagne. Je me suis déguisé en touriste, short le matin, maillot de bain l'après-midi, chemise hawaïenne le soir, pour rencontrer des professionnels du tourisme, des restaurateurs. Bon, tous m'ont dit que la politique du quoi qu'il en coûte leur avait sauvé la vie. En fait, ils n'avaient pas bien compris que je n'étais pas dans le gouvernement des missionnaires, mais dans le futur gouvernement fantôme. Erreur. Là, c'est vrai, c'est un peu compliqué, il faut le reconnaître. Mais alors, sinon, qu'attend la première ministre pour nous présenter son gouvernement, à moins que tout cela ne soit qu'une farce? Mais dans ce cas, certes, je ne serai pas ministre, mais ce sera moins la honte que de retourner bosser à la compta le 2 septembre. Olivier d'Artignol, est-ce qu'il y a... D'Artigol. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Non, c'est pas grave, passons. Allez-y. Mais peut-être. Mais qu'attend Laurent Wauquiez pour présenter son gouvernement? Qu'attend monsieur Xavier Bertrand pour présenter son gouvernement? C'est-à-dire que dans ce moment politique, ce que vous dites là est très largement partagé. Première observation. Ce qui ne veut pas dire que vous avez tort. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs que le nouveau Front populaire puisse se dire, bon, mais voilà, proposition pour Matignon, puis voilà, sur les principaux ministères, notamment le ministère régalien, la manière dont les choses pourraient se passer. Ce serait un élément qui permettrait d'alimenter le débat politique, à condition que chacun se livre à l'exercice. Ça, c'est la première chose. Je trouve qu'il y a, concernant Lucie Castet, je le dis très, très simplement, une charge un peu excessive la concernant,
gouvernement. Je trouve que l'entretien qu'elle a donné hier, il me semble... je demande à faire partie de son gouvernement, c'est pas une charge. Oui, aujourd'hui dans le Parisien. C'est un peu d'ironie. Avec un peu d'ironie, peut-être. Ce n'est pas encore arbitré. Attendez que la décision soit prise et laissez votre téléphone bien ouvert sous charge. On sait pas. La candidature est lancée. Non, mais je trouve qu'elle mène une bataille politique. Hier, dans le Parisien, elle répond à un certain nombre de questions en prenant, ça vous a pas échappé, quelques distances. Avec la rigidité du programme. Oui, avec tout le programme. Donc, elle dit des choses qui me semblent plutôt utiles à prendre une autre direction que le côté claque-muré de LFI. Moi, j'ai un pronostic à faire peut-être, Maxime Lédo, sur le nom du Premier ministre, car je viens d'avoir le nom du Premier ministre. Très bien. Et je m'engage un peu, je prends des risques, puisque les archives de Sud Radio sont conservées, chacun sait. Donc, je me lâche, mais j'aimerais juste que chacun fasse rapidement après un petit pronostic. Moi, je pense que ça va être, vous êtes prêts, roulement de tambour, Didier Migaud. Didier Migaud, puisqu'il a tous les atouts pour être Premier ministre. Il vient de la gauche. Donc mais s'il a présenté son gouvernement, lui, pas encore. Pas encore, mais c'était le débat. Il n'aura pas de censure des socialistes, premièrement. Il est ancien président de la Cour des comptes, donc il va bien gérer les deniers publics. Il est âgé, donc il ne fait pas carrière. Il ne sera pas candidat en 2027. Candidat en 2027. Et il a une réputation de technicien irréprochable, largement consensuel, dans le cadre d'un gouvernement technique qui a voulu président de la République. Du coup. Et donc moi, vous avez des informations sur ce profil? Pas du tout, mais vous avez le pari. C'est ce qu'on appelle une intuition. Oui, c'est ce qu'on appelle une intuition. Il faut en avoir quand on observe la politique. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et je me dis, quel est le mouton à 5 pattes qui a tous les atouts? Je ne vois que Didier Migaud. Mais pour revenir sur Frédéric, ce que disait Frédéric Fougeras, est-ce que ça vous interpelle, vous, en tant qu'observateur, journaliste politique aussi, que, mine de rien, quelqu'un qui se prétend potentiellement futur Premier ministre n'ait toujours pas dévoilé un gouvernement? Après, chacun sait que... Ça s'est jamais passé comme ça. Chacun sait jamais aucun Premier ministre putatif n'a dit, avant sa nomination, voilà, ce sera mon gouvernement. C'est pas la culture française. On n'est pas au Royaume-Uni où il y a un cabinet fantôme. C'est pas notre culture non plus. Je veux bien qu'il faille donner un peu de grain à moudre aux commentateurs et aux médias. Mais enfin, déjà, on a un gouvernement fantôme depuis les élections législatives. Si en plus, chaque Premier ministre putatif présentait son cabinet fantôme, ça veut dire qu'on aurait 150 ministres putatifs. Là, vous n'allez plus avoir assez de temps d'antenne pour commenter tout ce que j'ai dit avant. C'est une énorme bêtise. Faut arrêter le délire, quoi. Ça n'a aucun sens, cette question-là. Enfin, pardon, mais il y a des questions qui n'ont aucun sens parce que c'est pas la culture politique française, parce qu'on l'a jamais fait avant. Et je vois pas, et c'est ce que disait Olivier D'Artigol, finalement. On est un peu sévère avec Lucie Cassé parce qu'on lui demande, alors même que, quand même, ses chances d'être nommée Premier ministre aujourd'hui, elle est quand même Première ministre, elles sont quand même assez proches de la nullité. Politiquement, arithmétiquement parlant. Et en même temps, les médias s'amusent un peu comme une poupée vaudou à lui faire des critiques. Elle n'a pas dit ça, elle n'a pas fait ci, et vas-y que je t'en mets. Il y a Mélenchon aussi. Et vas-y que je t'enfonce une épine de plus, jour après jour, micro après micro. Je suis le premier à critiquer la responsabilité des médias, mais là on ne peut pas reprocher aux médias d'avoir autoproclamé la Première ministre. Ils s'en sont chargés tout seuls, ça n'a aucun sens. Donc après tout ce qui va derrière n'a aucun sens. Attention, Alexis Bachelet, justement, puisque vous êtes dans un moment d'élan de voix, est-ce que vous ne la garderiez pas, cette jolie voix, pour nous faire part de votre coup de cœur? Ça concerne Tony Estanguet. Mais oui, qui aurait pu faire un très bon Premier ministre, mais il n'ira pas. C'est pas son métier pour l'instant. Mais non, Tony Estanguet. Pourquoi? Parce que je voulais en faire un coup de cœur, parce que je pense qu'il faut qu'on soit, reconnaissant. Par rapport à tout le travail qui a été réalisé. Et Tony Estanguet, il n'avait pas un job facile parce qu'il fallait qu'il soit le lien entre les organes de décision politique, nationaux, locaux, mettre Pécresse, Hidalgo, Oudéa Castéra et les autres dans la même pièce et arriver à les faire travailler ensemble. Il y avait toute la partie technique avec ce Solidéo. Il faut d'ailleurs saluer aussi Nicolas Ferrand, c'est le président de la Solidéo, qui a livré tous les équipements sportifs, qui a rénové les équipements sportifs pour être à l'heure, avec des délais qui ont été tenus, parce qu'on a aussi voté des lois d'habilitation, comme quoi quand on veut aller vite en France, on sait faire. Bref, Tony Estanguet, il n'avait pas un boulot facile. On peut largement imaginer ce qu'on aurait dit de lui et entendu s'il y avait eu beaucoup de couacs et s'il y avait eu des échecs. Et même si c'est pas sa responsabilité, même au niveau sportif, on a eu des résultats un peu au-dessus de ce qu'on a fait dans les JO précédents. Donc globalement, il faut remercier, Tony Estanguet, qui en plus... honnêtement, a pas l'air pour l'instant d'avoir la grosse tête. Il a les pieds sur terre. C'est quelqu'un quand même d'assez pragmatique.
Je vous assure qu'il aurait pu beaucoup plus communiquer. Peut-être qu'il va le faire. Hein. D'ailleurs, il s'interroge aussi sur son avenir professionnel, parce que c'était un mandat de mission qu'on lui a confié. Moi, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est mission accomplie. Il y avait un job à faire. Le job a été fait. Bon, voilà, on peut pas lui reprocher, franchement, de pas avoir fait les choses correctement. Et donc, oui, je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau à Tony Estanguet et espérer d'ailleurs qu'il continuera à être utile à son pays. Frédéric Fougera. Bravo à Tony Estanguet, il a fait le job, il n'a pas été épargné sur les critiques et les polémiques sur ses rémunérations, mais maintenant tout le monde trouve ça tout formidable, donc bravo Tony Estanguet, effectivement il a réussi les Jeux. Olivier d'Artigol. Il est devenu, tout juste après Henri IV, le Béarnais le plus populaire et le plus apprécié. Olivier d'Artigol. Donc tant mieux, mais en tout cas c'est un septennat, Alexis l'a dit, où il a quand même eu à faire face à beaucoup d'éléments, hein, y compris des choses qui aujourd'hui sont appréciées de tous, mais qui faisaient polémique à une certaine période, notamment le fait de... Il y a un petit téléphone en fond, mais c'est pas grave, c'est comme une sorte de mauvais générique de fin. Le fait de tenir ces ces jeux dans une ville, ça a été formidable de tenir sur ça. Bon, je ne pense pas qu'il sera prêt pour la présidence du CIO, parce que c'est une élection très difficile, aussi difficile que pour devenir pape. Il a dit qu'il souhaitait, c'est vrai aussi, profiter un peu du Béarn et de sa famille, mais en tout cas, comme l'a dit le président, il a un bel avenir devant lui. Erwan Barrio, sur la personne de Tony Estanguet. Oui, bon, je le connais pas, donc j'ai pas grand-chose à dire, mais juste bravo pour le travail accompli. On a parlé des succès du préfet de police, du ministre de l'Intérieur. Effectivement, on ne pouvait pas... citer tous les gens qui ont récolté les lauriers, sans citer évidemment Tony Estanguet au premier chef, donc bravo à lui et bravo à tous nos athlètes olympiques qui ont réalisé de formidables performances. Et puis c'est vrai que mine de rien, vive la France, mais c'est très rare en France qu'on ait des personnalités qui, on va dire comme ça, arrivent à enthousiasmer après un tel défi comme les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on a tellement aujourd'hui la critique facile que voir Tony Estanguet, non mais c'est réel, mine de rien. C'est à toi qu'ils le disent. Ben justement, mais je le dis d'un point de vue d'expert. Vous essayez de vous en auto-convaincre. Il faut changer de ligne éditoriale. moi, ça vous a pas échappé que je suis pas très concerné par ce changement. C'est vrai. Mais non, mais réellement, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on a pu dire sur la cérémonie d'ouverture ou de clôture, c'est-à-dire que il y a des personnalités. Je pense en effet à celle de Tony Estanguet. Il a quand même été épinglé au début pour une rémunération qui semblait excessive. On peut pas dire qu'en France le sujet de l'argent soit un sujet facile. Non. Il a quand même réussi à traverser ça, même encore après la période des Jeux Olympiques, alors qu'il aurait très bien pu recevoir beaucoup de coups de bâton, justement à conquérir une masse importante de personnes. Et c'était objectivement positif, Alexis Bachelet. Vous voyez, je peux être d'accord avec vous. Mais oui. C'est ça qui est surprenant. C'est une bonne tonalité, ça. Mais oui, bon alors le problème c'est quand ça généralise, donc heureusement que vous venez ici. Faut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon l'audience va baisser. Ben, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça. Si on continue à dire du bien des gens, ça va pas le faire. Bah non, je veux dire, comment vivent les journalistes? Vous avez vu l'effet JO, ce que ça produit sur vous deux. Les gens comme ça de gauche qui s'entendent. Olivier d'Artigol, vous aviez un coup de cœur également, je crois. Les Duralex, l'avenir industriel était vraiment très sombre. Le tribunal de commerce d'Orléans avait plusieurs offres de reprise, mais certaines allaient vers de la casse sociale. Et ce tribunal des commerces a décidé de donner les clés de l'entreprise aux salariés eux-mêmes sous la forme d'une SCOP, d'une société de coopération participative. Donc les salariés, qui sont les spécialistes de l'outil industriel, de leur métier, vont pouvoir décider de choix de gestion. Ils ont dit que dans les 5 prochaines années, 75% du bénéfice irait justement aux lignes de production. Ils ont lancé un appel « Acheter Duralex ». Ça a dû résonner dans la mémoire collective et populaire du pays, parce que ce sont ces verres réputés incassables qu'on avait sur les tables de nos cantines, qu'on soulevait pour voir l'âge que le verre nous attribuait. C'est le verre des pique-niques en famille ou des tables chez les grands-parents pour le repas du dimanche. Et donc le carnet de commandes a explosé, ce qui fait que l'avenir est quasiment assuré. Et leur objectif est que un très grand nombre d'ouvriers puissent devenir salariés actionnaires et décider de la conduite des affaires. Bon, moi c'est un thème qui me touche parce que le plus souvent, vous savez, dans la souffrance au travail, il n'y a pas uniquement que la question de la rémunération, mais il y a aussi l'estime qu'on a de soi-même. Est-ce que mon travail est reconnu? Est-ce que valorisé? Est-ce que j'ai droit au chapitre? Est-ce que ce que je sais de mon travail, de mon cerveau ou de mes mains, qui sont le prolongement du cerveau, c'est pris en considération
l'administration, par les gens qui décident. Donc là, c'est une histoire industrielle et humaine très positive. Et d'ailleurs, ça a été aussi, on a eu un coup de projecteur sur ce qui s'est passé à Duralex, parce que Lucie Castet a essayé d'en faire un objet politique. Bon, je suis pas sûr que ça ait marché, mais en effet... Oui, mais par contre, en effet, effet de phare. Elle a peut-être des convictions. Elle découvrait une usine pour la première fois de sa vie. Je pense que vous devez donner envie de politique et d'affaires publiques. Et donc, pourquoi ne pas imaginer que quand elle se déplace dans le Loiret sur cette actualité, elle a des convictions et qu'elle a envie qu'on puisse parler d'eux. Pourquoi vous ne prenez pas ce parti pris de dire elle a fait ça et c'est parce qu'elle pense qu'elle a des convictions? Blanche-Neige en forêt, elle a beaucoup de convictions. Elle aime les cerfs, elle aime les... Vous accordez des convictions. Vous accordez des convictions pour certains, mais pas chez d'autres. Si, elle a beaucoup de allez, convictions. rasez gratis généreusement. Non, mais elle est déconnectée avec ses convictions. Bon, à la base, moi, c'était une simple... Pourquoi en l'espèce? Oui, enfin, excusez-moi, quand on l'a vu dans son bleu de travail, on avait juste envie de rigoler. Avec l'ensemble des apparatchiks du nouveau Front Populaire derrière, la photo de famille avait... une apparence grotesque avec le même peut-être que le vrai problème de ce débat, c'est le bleu de travail qui ne va pas tout simplement à tout le monde, et peut-être qu'il faut pas à son teint, disons. Une mauvaise action de com, assurément, qui quand vous approchez de l'ombre, vous ne pouvez pas faire autrement que vous habiller comme vous conseille de le faire. Je rappelais simplement suite à votre coup de cœur que de fait c'est un vrai succès industriel, et que Lucie Castet avait essayé d'aller, je rappelle, après le mauvais esprit. Parce que vous avez été juste et ça a été inutilement abîmé, souillé. Comme d'habitude, on dirait des propos d'Alexis Bachelet. J'ai envie de vous dire. J'aime bien le citer. Je vois ça. Il est comment le concours d'égo autour de la table, ça va pas du tout. Erwan Barillot, allez-y. Juste sur l'engouement sur Duralex, je partage cet engouement avec Olivier d'Artigol, puisque c'est bien la preuve qu'il peut y avoir à la fois une volonté de faire une politique sociale et en même temps une politique patriote. Et ça, c'est finalement la conjonction des deux. Moi, je suis pas sûr que ce soit en opposition. Non, mais justement, c'est pas du tout en opposition. Les Français, au fond, sont pour le social et pour le patriotisme. Et toute l'histoire de France, depuis la Révolution française, qu'on pense aussi à la Commune de Paris, qu'on pense aux résistants pendant la dernière guerre, tous se sont battus à la fois pour la politique sociale et pour la politique patriote. Et aujourd'hui, malheureusement, on les oppose, alors que bien souvent, elles vont ensemble, elles vont de pair. Après cette réjouissance partagée à propos de Duralex, mon cher Erwan, c'est à vous, c'est votre coup de cœur, coup de gueule, en tout cas le coup de cœur ironique et votre coup de gueule sincère en presque une minute. Un coup de cœur pour un gentil organisateur, coach de développement personnel, qui a des airs de Chateaubriand citant Barbara, et qui est finalement peut-être le seul dans le jeu politique actuel qui nous étonne encore. J'ai peur. Quand il dit, ce matin on a tous un peu de nostalgie. Il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'épreuves à suivre, parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin, et que nous avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, et que quelque chose avait changé, pour citer Barbara. On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits, parce qu'au fond la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Eh bien, vous savez, quand j'entends ça, je me dis qu'Emmanuel Macron est un personnage de roman, comme disait son ami Philippe Besson. Il vit dans un rêve, le sien, il se rêve président de la République, il rêve la France, il a un côté, vous savez, que ça soit Lucie Castet. Cortés, il avait écrit un livre sur Cortés qui s'appelait Babylone, Babylone, dans lequel il imaginait une féerie comme ça de conquête, et lui vit cette vie un petit peu comme un héros de Fitzgerald. Donc d'un point de vue purement esthétique, je parle pas de politique, il est formidable. Il a la nostalgie au bout de 3 jours, il a l'enthousiasme pour quelque chose qui est purement chimérique alors que les gens normaux vont devoir retourner au travail. Il dit finalement on n'a pas envie que le monde reprenne ses droits. Mais si il reprend ses droits, les gens ont une famille, les gens ont d'autres occupations que de regarder les JO. Donc, à son grand regret, Panem et Tirkansès se terminent. La vie, c'est ce qu'on a vécu. Non, monsieur Macron, la vie n'est pas un rêve, la vie n'est pas un jeu, quand bien même ce serait un Jeux Olympiques. Et il n'y a pas que la vie qui se termine, c'est aussi cette émission qui doit se terminer. C'est les grands débats de l'été. Merci beaucoup, Erwan Barillot, écrivain et journaliste au JDD, qui vient de prendre sa plume pour une petite chronique littérato-politique, d'une certaine manière. Alexis Bachelet, ancien député et maire d'Europe Écologie. N'exagérons rien, vous allez finir par être désagréable, Alexis Bachelet, et maire Europe Écologie Les Verts à Colombes. Frédéric Fougera, je rappelle que vous êtes le président d'une agence de communication Tecan Paris, c'est ça, merci beaucoup. Et je rappelle votre dernier livre, La com est un métier, on l'a bien vu ce matin, édition Bréal. Et je remercie également Olivier d'Artigol, ancien conseiller municipal, mais surtout chroniqueur politique. Merci beaucoup de vos analyses. On se retrouve dans quelques instants. Il est midi et c'est bientôt l'heure des JO dans tous leurs états. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.